Défécator, on défèque sur les fakes. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Est-ce qu'il y a du monde et est-ce que vous m'entendez? Oui, je vois du son ok. Très bien, eh bien écoutez, bienvenue. Bienvenue à vous. C'est un stream du lundi. On est donc sur un stream plutôt sérieux. Euh, Je rappelle rapidement le programme de cette semaine. Ce soir, donc, vous allez voir, on va accueillir un invité. Mercredi à 17h, exceptionnellement, il y aura un autre stream qui va porter plutôt sur le sujet de la sécheresse. Donc ce sera aussi un stream sérieux. Et jeudi, bien sûr, jeudi soir, on se retrouve, comme d'habitude, pour notre session de rétro gaming sur Discworld 2. Vous m'indiquez que vous allez suivre le stream en double avec Vous avez le droit et Monsieur Sam d'un côté et Défécator de l'autre. Mais vous avez le droit, c'est le cas de le dire. N'hésitez pas. Bienvenue à vous. Alors, sans plus attendre pour ne pas faire attendre davantage notre invité, je vais ouvrir un second hublot et vous allez pouvoir découvrir notre invité de ce soir, Damien Leloup. Bonsoir. Bonsoir, salut tout le monde. Alors, pour commencer, dites-nous si vous entendez Damien et s'il n'y a pas de problème de son comme ça nous est arrivé parfois. En double. Ah, voilà. Ça... alors, donc juste alors, je vais en profiter pour demander donc à Damien. Alors Damien Leloup est journaliste au Monde. Vous pouvez lire notamment ses articles dans les rubriques Pixel. Et je ne sais pas si vous voulez ajouter quelques mots pour vous présenter, ce qui me permet de configurer le son pendant ce Ça temps-là. marche. Du coup, je parle longtemps et vous m'arrêtez quand c'est bon. Et donc bonsoir, je m'appelle effectivement Damien Leloup, je suis journaliste à la rubrique Pixel du Monde où je fais essentiellement de l'investigation et plutôt sur les sujets cybersécurité, désinformation, ça c'est pour la partie sérieuse. Nous, on n'a pas le stream rétro gaming du jeudi, mais j'écris aussi sur des sujets un peu plus légers de temps en temps. Je valide complètement d'ailleurs le choix de Discord 2, je suis un grand fan de Terry Pratchett. Et ça m'arrive aussi d'écrire un petit peu sur le jeu vidéo, sur les cultures web, sur des choses un peu moins sérieuses que la cybersécurité et la désinformation. Mais le gros de mon boulot, c'est quand même plutôt ces sujets-là. Or, ici, donc ce soir, on va parler du projet Story Killers, qui est un projet donc de l'association Forbidden Stories, qui est donc un réseau de journalistes. Vous m'arrêtez Ouais. si je dis... C'est un collectif, ouais. Mais c'est un collectif de journalistes qui a sa propre rédaction aussi. Ils sont basés à Paris, il y a une rédaction d'une petite dizaine de personnes, ils sont plusieurs. Donc eux, leur principe de départ, c'est qu'ils déclenchent des enquêtes quand un ou une journaliste est assassiné, avec l'idée que si collectivement on se met à beaucoup pour reprendre le travail que cette personne faisait, et ben non seulement on puisse d'arriver à terminer l'enquête qui n'a jamais pu aboutir, et puis en plus ça envoie aussi un signal aux gens qui seraient tentés d'assassiner des journalistes ou d'essayer de les faire taire autrement, pour leur dire en fait si vous faites ça, ça sera encore pire que ce que vous imaginez parce que vous allez voir débarquer 50 journalistes du Washington Post, du Monde, du Guardian, de 15 médias internationaux et vous allez arriver à l'exact opposé de ce que vous essayez de faire, c'est-à-dire de faire taire les gens. Donc c'est des gens qui sont assez forts chez Forbidden Stories. C'est très bons organisateurs parce que c'est assez compliqué de monter des grosses opérations comme ça avec plein de journalistes, plein de médias. Voilà, c'est un gros boulot collaboratif, ça suppose de bien s'organiser. Souvent en plus c'est sur des sujets assez sensibles, voire très sensibles, donc il y a des précautions de sécurité à prendre, il faut coordonner tout le monde, s'assurer que les infos passent bien, qu'on n'alerte pas les gens qu'on ne veut pas alerter trop tôt. Enfin, voilà, vous imaginez, c'est un boulot assez conséquent. Et après, ils n'ont pas de spécialité, entre guillemets, vu que les enquêtes que mènent des journalistes qui sont assassinés dans le monde, ça peut être sur un peu tout. Alors, beaucoup des dossiers de corruption, alors pas en France, mais dans pas mal de pays étrangers.
des dossiers environnementaux. Il y a aussi des gens qui se font tuer parce qu'ils enquêtent sur la déforestation en Amazonie, des usines qui ont des rejets toxiques, etc. Et puis des sujets un peu plus politiques ou liés au crime organisé notamment. Voilà, ils ont beaucoup travaillé sur le Mexique, où vous savez peut-être c'est le pays le plus dangereux pour les journalistes hors pays qui sont en zone de guerre ouverte, parce qu'il y a des assassinats très fréquents de journalistes dans la presse locale, notamment au Mexique, parce que il y a une grosse activité criminelle, un historique aussi de corruption des forces de l'ordre et de l'armée qui fait que beaucoup de journalistes se font assassiner en sortant de chez eux et on ne retrouve jamais les coupables. Donc ça, c'est un peu leur principe de départ. Et l'année dernière, ils nous ont contactés parce qu'ils commençaient à travailler sur le dossier de l'assassinat d'une journaliste indienne qui s'appelait Gauri Lankesh, qui a été assassinée devant chez elle par deux hommes en moto qui ont ouvert le feu au moment où elle rentrait chez elle. Et au moment où elle a été assassinée, elle terminait une série d'articles sur la désinformation en Inde et les sites notamment proches du parti qui est au pouvoir en ce moment en Inde, le BJP, et la manière dont ils utilisaient je vais schématiser un peu parce que la politique indienne c'est compliqué et je suis pas non plus un spécialiste, mais dans la manière dont des fermetrolls et des influenceurs politiques en ligne étaient utilisés par le BJP ou des gens proches du BJP pour attiser la haine entre différentes communautés en Inde. Et voilà, donc elle terminait un édito dans le journal qu'elle dirigeait au moment où elle a été assassinée sur ce sujet. Et donc, du coup, on s'est réunis avec une quinzaine, je pense, de rédactions qui étaient motivées pour travailler sur ce sujet. Et on a commencé à explorer le sujet un peu plus large de la désinformation, et notamment de la désinformation payante, c'est-à-dire des boîtes qui proposent des services de désinformation ou d'influence, voilà, avec ce qu'on peut mettre derrière le mot. Il y a des boîtes qui proposent des services qui sont légaux et dont on peut discuter de l'éthique et de est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Mais en tout cas, ça respecte les lois du pays dans lequel ces boîtes sont implantées. Il y a des boîtes qui proposent des choses qui sont dans une zone beaucoup plus grise, voire illégale. Et puis, il y a des trucs qui sont même pas vraiment des entreprises, qui sont des gens qu'on rencontre parce que on connaît quelqu'un qui vous dit qu'il connaît quelqu'un, où là, du coup, on rentre vraiment dans un truc beaucoup plus, j'allais dire sombre, mais beaucoup plus caché en tout cas. Et c'est comme ça qu'on a commencé à bosser, notamment sur le dossier de Tim Rorgé, parce que une source a renseigné des journalistes qui participaient à l'opération en leur disant hey, en fait, vous savez, il y a des gens, là, ils proposent des trucs assez dingues, ça vaudrait le coup que vous enquêtiez sur eux. Story Killers, et qui reprend donc finalement les investigations de cette journaliste indienne. Alors, il y a un certain nombre donc d'articles qui ont été rédigés, enfin articles, vidéos, etc. par différents médias. Je crois qu'ici on a un lien, voilà, vers. Alors je vais mettre ça dans le chat. Hop, je mets le lien pour notamment pour les gens qui verront ça en replay s'ils ont envie d'aller explorer tout ça. Donc on le voit en fait juste avant de rentrer dans le concret du dossier. Donc il y a The Guardian, Washington Post. On retrouve donc Haaretz. Je crois qu'en fait ils ont fait partie des gens qui ont fait l'infiltration. Tout à fait. Ainsi qu'un journaliste de Radio France. Donc on voit aussi Le Monde, RTS, etc. Donc on est vraiment sur. Enfin c'est vraiment une collaboration internationale et qui donc est coordonnée en fait par l'équipe de Forbidden Stories, si j'ai bien suivi le... C'est ça, depuis Paris. Alors, en général, sur les projets comme ça qui sont un peu au long cours, on essaye de se rencontrer physiquement, au moins au début du projet, parce que c'est plus facile effectivement pour discuter. Si on arrive à mettre au moins un représentant de chaque média dans la même pièce, et comme ça on peut discuter, en fait, c'est quoi les pistes intéressantes, est-ce que vous avez des infos sur tel sujet ou tel autre, etc. Et puis après, on reste en contact pendant les X mois que dure une enquête comme ça, avec des outils
plus ou moins sécurisé. Enfin, il y a une partie, je peux pas trop en parler parce qu'il y a des trucs qui restent confidentiels, mais voilà, du coup, on utilise des outils grand public et d'autres un peu moins pour continuer à être en contact en permanence. Et puis évidemment, plus on avance dans des projets comme ça et plus on se rapproche du moment où on va publier et plus on se parle souvent. Voilà, des notifications de messages les 3 jours précédant la publication, ça rend un peu dingue. Alors là, j'ai vu que la publication a eu lieu, enfin en tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont eu lieu le 15 février, d'articles qui sont Ouais. sortis le 15 février. Par contre, on verra au fil de que ça renvoie par exemple à des choses, à des tweets qui ont été publiés en juillet dernier. Donc c'est une enquête qui est assez longue en fait. Ouais, de toute façon, ce genre de dossier, on peut pas bosser dessus en 15 jours parce que il y a plein de sources qu'il faut approcher, ça prend du temps. Au début, quand on commence à creuser, en général, on comprend pas très bien comment ça fonctionne. Et puis au fur et à mesure qu'on passe du temps, on commence à piger de mieux en mieux c'est quoi le modèle, il y avait une question sur c'est quoi le modèle économique de cette boîte, c'est qui ses contacts, comment elle fait pour démarcher des clients. Ils disent ça dans leur pub, entre guillemets, ou dans leur, quand ils essaient de convaincre des nouveaux clients, ils disent ça. Est-ce que c'est vrai? Des fois, bah, en fait, c'est pas complètement vrai. D'autres fois, c'est vrai, mais c'est exagéré. Ils disent qu'ils sont capables de mobiliser X comptes Twitter, Facebook. Ils sont où? Combien ils en ont vraiment? Est-ce qu'ils mentent pour appâter le client? Donc, il y a un paquet de vérifications qui sont assez compliquées à faire. Des fois, il y a des choses, on ne peut pas les vérifier. Hein. On est obligé de laisser tomber certains aspects. Et puis bah, tout ça, effectivement, en se répartissant le boulot avec d'autres rédactions, en discutant en permanence avec les gens. Des fois, on n'est pas d'accord entre nous aussi, hein, comme même moi avec mes propres collègues, des fois, on travaille ensemble sur un dossier, on n'est pas forcément d'accord sur la meilleure manière d'approcher quelqu'un, la direction qu'il faut prendre de manière prioritaire dans une enquête. Donc il y a beaucoup de discussions, débats, de trucs qui avancent un peu lentement. Donc ce genre de dossier, c'est vrai que ça prend toujours, allez, on va dire 6 mois, quoi. Ça peut arriver qu'on soit obligé d'aller plus vite parce qu'on sait qu'il va se passer un événement qui va nous obliger à publier plus vite ou où il y a une date impérative pour qu'on sorte l'info. Mais ça suppose de s'y prendre quand même pas mal en avance parce qu'on ne peut pas bâcler un truc comme ça ni le rusher. On est obligé de. Il y a un temps incompressible de boulot, même quand on est nombreux, qu'on ne peut pas vraiment faire réduire, quoi. C'est vraiment très compliqué. Et encore en plus, quand on travaille avec, ça c'est un petit peu de la cuisine interne, mais en France, on a un droit de la presse qui est relativement cool. C'est-à-dire que les contraintes qu'on a quand on publie ce genre de grosses enquêtes par rapport à ce qu'on... Notamment nos confrères anglais sont relativement légères. Et nos confrères anglais, eux, ils ont une très grosse pression juridique parce que c'est très facile de porter plainte contre des médias au Royaume-Uni, y compris quand vous êtes israélien, indien, russe, américain. Même si vous êtes dans un autre pays, vous pouvez porter plainte contre un média au Royaume-Uni. Et si vous êtes condamné en Angleterre, ça coûte très 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 cher. Donc du coup, les médias anglais, ils sont très prudents sur le côté juridique. Ils ont des avocats qui sont des gros cadors et qui les conseillent. La plupart des gens des investigations, ils ont des formations en droit de la presse pour être sûr de prendre toutes les précautions nécessaires. Et donc, ils ont de très grosses contraintes de vérification, de solliciter absolument toutes les personnes qui seront même évoquées très rapidement dans un article, avoir toutes les preuves possibles, très organisées, très détaillées, etc. Donc, quand on est dans un gros consortium, on est obligé de s'aligner sur les gens qui ont le plus de risques juridiques aussi. Et donc, ça suppose évidemment qu'ils aient le temps de faire toutes les vérifs, le cas échéant, de discuter avec leurs avocats, enfin voilà, de faire tous les trucs qui sont nécessaires avant. Ok, bon, bah, je pense qu'on voit un peu mieux le cadre déjà de cette enquête. Alors, non, si je vois que vous me parlez d'un écho. Non, mais le casque il est fermé, hein, ça y a pas de. Non, c'est plutôt qu'il y a plusieurs sources, etc. Mais si le son est globalement correct, il faudra faire avec le petit écho. Je pense qu'on n'aura pas mieux ce soir. Alors. Par rapport à... Donc rentrons peut-être un peu plus maintenant dans le projet Story Killers en lui-même. Puisque donc il y a... alors peut-être que ce qu'on peut commencer par faire, c'est
il y a en fait une petite vidéo du Guardian qui montre en fait ce qui s'est passé, où on va faire connaissance avec le team Yorye, Yorye, je ne sais pas vraiment comment on le prononce. Ah, moi, je dis Jorge, mais j'ai fait espagnol LV3, je le prononce pas très bien non plus. En tout cas, on va faire connaissance avec ces personnages. Donc alors, là juste pour le préciser, une très discrète, voilà, je relis juste ce qui est dans le... ça c'est tiré de votre article, hein, du reste. Cette enquête a notamment permis de révéler voilà, l'existence de Team Yorye, une très discrète société israélienne qui revendique son ingérence dans plusieurs dizaines d'élections à travers le monde. Elle offre à ses clients un arsenal de services illégaux depuis le Vous avez pire... coupé le son. Non. Pardon. C'est vrai. Donc oui, non, j'étais juste en train de lire la petite introduction. Donc on va faire la connaissance de ce Team Yorye, une très discrète société israélienne qui revendique son ingérence dans plusieurs dizaines d'élections à travers le monde. Et alors en fait, ce qui est intéressant dans cette petite vidéo qu'on va regarder, c'est qui a été donc prise en caméra cachée, hein, ça, on va le voir à l'image. C'est qu'on assiste vraiment à une démonstration commerciale, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, alors, je crois que les journalistes se sont présentés comme des clients potentiels. Hein. Ils ont évidemment pas dit qu'ils étaient journalistes. Et on leur a fait un petit peu la démo de ce qu'on pouvait faire, quoi. And I don't have a name. My name is nothing. That's who we are. We are nothing. In 6 hours of secretly recorded meetings, Hanan and his Israel-based team were filmed demonstrating their services. Open source, cyber, special operations, intelligence. Hanan has corporate and political clients and boasts about past and present jobs. One of Team Jorge's secret tools is a piece of software called AIMS, which weaponizes social media. I'll show you why our system is considered by the type of client that buy it. We have thousands of profiles. Each and every one of them multi-layer. It means they have Facebook and Instagram and Twitter and YouTube channel and Telegram and whatever you want. On va revenir hein, sur ce qu'on voit là. Type of client that buy it. We have thousands of profiles. Mais ici, donc, il Each s'agit and every de... one of them multi-layer. It means they have Facebook and Instagram and Twitter and YouTube channel and Telegram and whatever you Il want. s'agit d'une plateforme qui permet de créer des faux comptes, on va y revenir, qui permettent de diffuser cette désinformation. Let's make one candidate together. Et là, par exemple, on nous crée en direct un nouvel utilisateur qui va être faux, hein, bien sûr. British. Already she has email, date of birth, everything. Now I want to put an image set. I'm searching for her pictures. Let's see. No, I don't like it. Là, on va chercher des images random dans une base d'images, en fait, pour lui donner des photos. Then we have to trash your body in the facts. Our investigation pointed to Team Jorge's work in countries all over the world. Team Jorge also claim they can hack Telegram and Gmail. This is live, right? Et donc là, on voit que, outre la création de comptes, ils accèdent à des boîtes Gmail ou à des télégrammes de personnalités. Et ils ont répondu qu'ils ne font rien d'illégal. Voilà. Et je crois qu'on arrive au bout de la vidéo. Alors, au cours de la vidéo, on voit bien que... Alors attendez, il faut que je rétablisse le son, sinon on ne va plus entendre Damien. Voilà.
au cours de la vidéo, on voit bien qu'en fait, on assiste à une sorte de présentation commerciale où on a quelqu'un qui nous vend sa solution en nous disant donc il y a quelque chose comme 39 000 comptes disponibles sur lesquels des faux profils en fait qui ont à la fois un compte Twitter, un compte Facebook, un compte sur différents réseaux et qui sont visiblement très cohérents. C'est pas juste j'ai créé un compte vite fait. A priori, c'est quand même des comptes assez bien fichus. Alors attendez, je crois que j'avais un exemple. Parce que vous aviez mis dans votre article une copie d'écran Maxime, de Maxime Roussel, voilà. le fameux Maxime. Sur cette plateforme EMS, Advanced Impact Media Solutions, qui est donc a priori un logiciel qu'ils ont créé eux-mêmes, et qui leur permet donc de générer, voilà, là on le voit, 39 000 profils, je sais plus à quel moment ça a été pris ça, et voilà, avec un petit outil qui permet donc un wizard pour créer des profils, qui permet donc de spécifier, voilà, email, date of birth, everything, et ensuite donc de créer, voilà, ici par exemple on a le fameux Maxime Roussel. Donc ça c'est un compte, alors moi j'ai été regarder... Vous êtes muté à nouveau. Ah oui, pardon. Oui, pardon. C'est qu'en fait, je coupe le micro pour vous laisser la parole, et du coup, si je parle quand j'ai coupé, forcément, vous m'entendez plus. Ce Maxime Roussel, là, vous en aviez fait un archive, mais aujourd'hui, quand on va sur Facebook, le compte est plus accessible, en fait. Ouais. Ça, je pense que c'est assez logique, parce que avant publication, parmi les gens qu'on a contactés et sollicités pour leur poser un certain nombre de questions et leur signaler le truc, il y avait Facebook. Parce que du coup, alors je vais rembobiner un tout petit peu en arrière. Ouais. Et une grosse partie du boulot qu'on a fait avec Florian Reynaud, mon collègue du Monde, c'est que nous, on s'est mis sur le fait de remonter leur réseau de faux comptes. Parce que, comme vous l'avez vu pendant les démonstrations qu'ils ont faites à nos confrères qui se sont présentés en caméra cachée, ils ont montré un peu des petits bouts de leur infrastructure et de leur outil de création. Et du coup, on avait une trentaine ou une quarantaine de noms et de prénoms ou d'URL de comptes Twitter ou Facebook dont on savait que c'était des faux comptes contrôlés par Ames et donc par Tim Wargate. Et à partir de ça, on a fait un truc tout bête, c'est-à-dire qu'on a pris l'intégralité de ces comptes. On s'est assez vite rendu compte que certains se suivaient entre eux, soit sur Facebook, soit sur Twitter. Du coup, on est parti du principe que vraisemblablement, souvent, ils créaient des comptes qui avaient des liens entre eux, qui se suivaient les uns les autres, ou qui avaient en tout cas des rapports, pas forcément systématiquement, mais en tout cas, c'était une piste qui était explorable. Et donc, on a regardé toutes les manières dont ces comptes se croisaient, se suivaient. Donc ça nous a donné déjà un peu des indices, parce qu'on a repéré qu'il y avait des comportements un peu bizarres, pas vraiment normaux, chez certains de ces comptes qu'on avait commencé à lister. Et assez vite, on s'est rendu compte que... on est tombé sur ce qui pour nous était probablement des opérations menées par ces bots, parce que ils tweetaient de façon un peu bizarre, ils utilisaient des hashtags de façon un peu bizarre, y compris des hashtags vraiment très spécifiques qui avaient été utilisés que par une poignée de comptes à des dates très précises, et souvent dans le but de dénoncer quelqu'un ou une entreprise ou d'essayer d'attirer l'attention sur quelque chose. Donc à partir de là, on a eu un premier pool de choses qu'on a pu scruter un peu plus à la loupe, et puis après on a fait un truc assez pénible à faire et très long, mais qui a plutôt bien marché. C'est qu'une fois qu'on avait identifié cette poignée de hashtags, on a regardé tous les comptes qui les avaient utilisés, et on se disait ça à la fin de ce boulot avec mon collègue Florian. En fait, au bout d'un moment, ça devient du machine learning, mais humain. C'est-à-dire que quand vous en avez vu assez, au bout d'un moment, vous repérez des petits trucs, plus ou moins consciemment. En fait, ça c'est le tournure de phrase, j'ai déjà vu quelque part. Ce compte qui tweet en anglais, en fait, il tweet exactement de la même manière que tel autre que j'ai vu à un autre moment. Et donc, vous pouvez comme ça commencer à faire un peu des clusters et regrouper ces comptes les uns avec les autres. Et puis après, on a bossé sur... des manières de croiser ça pour confirmer que tous ces comptes qu'on avait rassemblés, qui pour nous faisaient partie d'une même opération, étaient bien des bots et étaient bien contrôlés par un même opérateur. Donc ça passe à la fois par effectivement qui suit qui retweet qui, mais aussi par des trucs un peu plus... où là pour le coup on a été obligé on a un collègue qui nous a aidé à automatiser ça, par exemple les dates de création des avatars, parce que il en fait un peu la démonstration d'ailleurs dans la vidéo. C'est-à-dire que si je dis n'importe quoi, admettons que je sois...
un riche homme d'affaires vénézuélien et je les contacte pour monter une opération de désinformation au Venezuela, bah, a priori, ils n'ont pas non plus 50 000 comptes vénézuéliens prêts en main, à moins d'avoir eu un autre client vénézuélien avant. Et donc, bah, ils vont créer d'un seul coup plein de comptes qui vont se présenter comme des internautes du Venezuela. Sur quelques jours, en fait, on va avoir d'un coup tout un tas de comptes qui vont être créés en même temps. Donc, le combo, tweet le même hashtag, tweet comme des bots, tweet aussi des messages anodins, mais qui sont un peu toujours les mêmes, parce qu'ils réutilisaient beaucoup de choses d'un compte à l'autre, plus même date de création, plus exactement le même type de profil, etc. Au bout d'un moment, on a estimé qu'on avait assez un faisceau de preuves suffisant pour dire ok, ça c'est un cluster, c'est vrai effectivement des bots de Team Wargame et il y a une opération qui est en cours là. Et là, du coup, on rentrait dans une deuxième phase qui était essayer de comprendre quelle était cette opération, quel était le but, et essayer de voir qui pouvait être le client qui avait intérêt à commander cette opération. Donc ça nous a pris quand même pas mal de temps parce que bah voilà, on n'a pas trouvé les 39 000 bots. Hein. Mais il y en avait quand même un certain nombre. J'ai une petite question justement, parce qu'en fait, moi j'ai essayé de faire, je pense que j'ai essayé de faire ce dont vous avez parlé là. C'est-à-dire que quand on regardait bien dans le reportage du Guardian, là, à un moment, voilà, il y a des copies d'écran comme ça. Et on voit des comptes. Alors du coup, j'ai essayé. Ouais. J'ai été chercher et en fait, alors attendez, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé en fait un truc bizarre. C'était, voilà, par exemple, Mitirza là. Ce compte n'existe plus en fait. Hein. Il a été suspendu. Okay. Je pense que c'est suite à ce qui s'est passé. Par contre, quand on fait une recherche dans l'interface de Twitter, on voit qu'en fait, il était référencé par d'autres comptes. En fait, il y a des comptes qui font des gros pavés comme ça où ils taguent des gens. Et alors lui, là, en l'occurrence, le José Galisteo qui avait fait tous ces tags a indiqué par la suite que son compte avait été piraté. Alors, est-ce que c'est vrai ou Mais lui, son compte existe toujours. Mais il a dit, voilà, I had my account hacked for a while, sorry. Donc bon, est-ce qu'ils ont utilisé son compte à son insu? Et par contre, il y en a d'autres, voilà, comme par exemple Kalonaza 2, là. Bon, pareil, compte suspendu. J'ai trouvé un compte ici qu'il a référencé. Et alors lui, pour le coup, c'est pas là, voilà, c'est là. Ce fameux compte là qui référençait Kalonaza 2 là, quand on regarde, en fait, il fait des réponses. Par exemple, le 25 juin 2022, il a fait que des réponses en taguant des gens comme ça. Enfin, c'est très bizarre. J'imagine que c'est ce genre de choses là que vous avez pu analyser, quoi. Exactement. Alors après ces mass replay là, on l'a assez peu vu. Dans ce qu'on a observé nous à l'époque. En fait, ce qui est compliqué, c'est que des fois, ces réseaux de bots de Team Wargame, ils se confondent aussi avec d'autres réseaux de bots parce qu'ils tweetent les mêmes. C'est un truc vieux comme le monde, hein, pour les faux comptes. Vous avez intérêt à les répondre sur les hashtags qui sont trending ce jour-là pour essayer de gratter des followers ou de donner l'apparence que vous avez une activité d'humain normale aussi, hein, parce que voilà, si vous tweetez sur la finale de la Coupe du Monde de foot le jour de la finale de la Coupe du Monde de foot, bah, vous ressemblez un peu plus à un humain que si vous tweetez sur un truc complètement random. Et de temps en temps, ils se retrouvaient avec des hashtags ou des comptes communs avec des trucs crypto bizarres, des scams de NFT, des trucs un peu, on va dire, commerciaux, quoi. Possiblement des escroqueries, mais un peu plus commerciaux. Donc c'est vrai que sur les hats, on n'a pas trouvé énormément de choses pertinentes. Les hats, ils nous ont plus servi, dans certains cas, pour essayer de comprendre qui était visé par des campagnes ou quel était le but de certaines campagnes. Mais sur les relations entre les comptes, ça a été beaucoup les hashtags. Alors, évidemment, pour nous, c'était entre guillemets plus facile parce que nous, quand on a fait ce boulot-là, bah, la modération de Facebook n'était pas passée encore et celle de Twitter qui est passée moins bien, mais qui est passée quand même un peu. Nous, on avait beaucoup plus de comptes qui étaient facilement accessibles. Et donc, c'était beaucoup plus simple de faire les recherches et de voir un peu ce qui se passait. Parce qu'en plus, dans certains cas, les opérations qu'on a trouvées, c'était pas des nombres de comptes délirants. Des fois, c'était juste quelques dizaines de comptes très concentrés sur un seul sujet. Alors, justement, voilà, alors j'en profite. J'en profite, j'avais fait en fait une vidéo pour apprendre à détecter les bots.
qui date d'il y a 3 ans. Hein. Je voulais juste vous en repasser un petit bout pour que vous me disiez si c'est pertinent par rapport à ce que vous avez examiné, vous, comme critère, ou s'il y a d'autres choses qu'on peut imaginer. Bien sûr, vous, c'est sans doute des bots très précis. Peut-être que ça s'adaptera pas à ce que vous avez vu. Uniquement en des retweets ou des tweets recopiés mot pour mot, sans jamais un seul tweet original, ça tend à prouver que c'est un travail de machine. Le rythme des actions donne aussi un indice. Il y en a certains qui font genre des centaines de tweets par jour, et même jour et nuit non-stop. Donc ça, c'est un bon indice que c'est pas un humain, parce que tout bêtement, un humain, il a régulièrement besoin de s'arrêter plusieurs heures pour dormir. Un autre indice de faux comptes qu'on peut détecter en regardant les activités, ce sont les bots qui font partie de fermes de bots. Alors ça, pour les détecter, comme on l'a vu pour le DC Blackout, on peut faire des recherches sur une phrase du tweet, et voir qui l'a tweeté ou retweeté au même moment. En ce qui concerne le contenu des tweets, un indice intéressant aussi, ce sont les gens qui retweetent ou qui s'expriment indifféremment en anglais, en français, en espagnol ou en russe, d'un post à l'autre, ou qui font régulièrement des retweets d'infos commerciales. Bon, attention, je le reprécise bien, tout ça, c'est pas des preuves qui permettent d'être catégoriques. À chaque fois, ce sont des indices et ça construit des faisceaux d'indices, mais il faut en recouper plusieurs pour commencer à en tirer des conclusions. Oui, alors... Voilà donc... Attendez, il faut que je remette le son, parce que du coup, j'avais oublié que j'ai une vidéo. Alors ouais, ça reste... les critères, ils sont toujours justes. Dans le cas de Team Rorgay, un ou deux types d'actions seulement, oui, mais en fait, le préalable, c'est que un des trucs malins qu'ils ont fait Team Rorgay, c'est que leurs bots, ils avaient un système qui permettait très facilement à un opérateur humain d'en prendre le contrôle. Donc on a eu plein de cas où on a un bot, vraiment, c'est hyper clair, c'est un bot, effectivement, il fait que poster les mêmes photos de chiens tout le temps, c'est que des retweets bizarres, il poste vraiment de la manière typique d'un bot, et puis de temps en temps, il se met à être vraiment contrôlé par un humain, et il poste des trucs originaux, des textes, des trucs nouveaux, etc. Donc, dans certains cas, ça rendait l'identification un peu plus compliquée, mais la chance qu'on avait eue, c'est que comme ils avaient fait la démonstration de cette fonctionnalité, on savait que c'était possible, et que du coup, on pouvait aussi tomber sur des bots qui, à un moment donné, avaient un comportement d'humain beaucoup plus normal, entre guillemets. Mais autrement, on a retrouvé à peu près tous ces critères. Aucun tweet original, ça on a eu. Rythme des actions intenables pour un humain, on a eu un peu, mais ça, leur système était suffisamment bien foutu pour qu'ils en abusent pas. Il n'y avait pas le bot qui spam 100 tweets en 3 minutes, ça on n'a pas vu. Action synchronisée avec une ferme de bots, oui, parce que c'est en grande partie ce qu'ils vendaient aussi, effectivement, de permettre ce truc-là. Et multitude de langues, on a vu aussi, je pense, parce que je sais pas si dans les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui bossent dans des grosses boîtes, je pense qu'ils voient le truc. On préfère toujours réutiliser des trucs qui existent déjà plutôt que de s'emmerder à refaire un truc en partant de zéro. Donc on a eu des cas, par exemple, où on avait des bots qui tweetaient exclusivement en espagnol parce qu'ils avaient été utilisés pour une campagne au Mexique, qui du jour au lendemain avaient fait un super score du Duolingo, ils parlaient un allemand parfait et ils se mettaient plus qu'à publier uniquement en allemand. Donc ça, pour le coup, c'est vrai que c'était un très très bon indice parce que là, ça ne permet pas d'affirmer à 100% que c'est un bot, mais clairement, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose sur ce compte et que c'est, comme on dit chez Facebook, un comportement inauthentique. Donc, soit ce compte a été piraté, soit quelqu'un d'autre en a pris le contrôle, soit effectivement, c'est entièrement automatisé et à un moment donné, ils se sont plantés ou ils ont eu la flemme ou ils s'en fichaient, en fait, que ça se voit que ça avait changé d'objectif. Hein. Mais donc, ouais, donc il y a quand même moyen, en se penchant dessus, d'arriver à détecter finalement si on est sur des vrais comptes ou pas. Enfin, il faut quand même une bonne pratique. Si je vous suis bien, il faut quand même... Ouais, alors, en fait, ce qui est compliqué dans ce dossier, ce qui pour moi était compliqué dans ce dossier Team Rorgay, c'est que Ames, la plateforme dont vous avez montré un peu des extraits et tout, franchement, du point de vue technique et de l'interface utilisateur et de la conception, on est un peu sur la Rolls-Royce, quoi. C'est très bien foutu, c'est plein de bonnes idées, c'est plein de petits trucs techniques qui sont pas forcément hyper évidents comme ça, mais qui permettent d'échapper plus facilement à la détection des outils automatiques de Twitter, Facebook, Insta, etc. Ah oui, il y a ça aussi. Comment ils ont fait pour arriver à contourner, parce qu'il y a des détections de bots sur ces plateformes, en fait. Ouais, et qui sont pas parfaits, hein, mais qui quand même normalement empêchent pas trop mal ce genre d'opération très massive qui crée énormément de comptes de façon automatisée.
Alors, on n'a pas toutes les réponses là-dessus. On sait qu'ils avaient conscience d'un certain nombre de limitations techniques qui existent notamment chez Meta et qu'ils avaient pris des mesures pour les contourner. Ce qu'on comprend, c'est qu'ils se sont vraisemblablement appuyés sur des infrastructures techniques ou du boulot qui avait été fait auparavant par une autre boîte israélienne qui avait été détectée par Meta il y a 3 ans maintenant. C'était Archimedes Group. Ah oui, oui. Alors Voilà. oui, vous aviez fait un article là-dessus d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Et Ouais, les chercheurs en sécurité de Meta, quand ils se sont penchés sur Team Rorge, ils nous ont dit qu'en fait, ils avaient retrouvé des liens. Alors, ils nous ont pas précisé exactement lesquels, parce qu'évidemment, ils n'ont pas très envie de dire publiquement c'est quoi le détail de leur mesure anti-bot, mais ils nous ont dit qu'ils ont trouvé des liens avec Archimedes Group. Donc voilà, c'est probablement pas un truc du coup que Tim Rorge a conçu en partant de zéro tout seul dans son coin. Ils ont probablement intégré des choses qui avaient été développées par d'autres avant. Peut-être qu'ils ont des ingénieurs en commun, je sais pas. Ça, on n'a pas su le fond du truc. Et pour répondre, il y a une question que j'ai vue passer tout à l'heure dans le chat. Il n'y a pas besoin, nous on n'a pas eu recours, ou assez peu eu recours à des trucs algorithmiques, à des trucs matheux très avancés. En tout cas, dans la première étape, l'équipe du Monde, nous on s'est beaucoup concentré sur, c'est bizarre d'appeler ça comme ça, mais de l'analyse de contenu. En fait, bêtement, on a lu énormément de messages postés par ces bots et ça nous a permis de tirer des liens et de comprendre un peu mieux comment ils fonctionnaient. Et on a aussi travaillé notamment avec un journaliste autrichien qui s'appelle Christo Bouchek, qui travaille pour Paper Trails Media et le Spiegel et qui est un excellent data journaliste et qui lui nous a beaucoup aidé en faisant des scrapes des tweets, des messages et en faisant toute une analyse comparative sur les dates de création des comptes et en faisant des ponts sur les dates entre les comptes Facebook et les comptes Twitter pour qu'on puisse vraiment croiser les données et vérifier qu'on était bien dans un cas où on avait des clusters identifiés qui interagissaient les uns avec les autres, en plus d'interagir entre eux. Là, il nous a aidé vraiment un truc qu'on aurait été totalement capable de faire. Et ce qui, à son tour, nous a permis de découvrir des nouveaux clusters et des nouveaux comptes, parce qu'une fois que vous faites une visualisation des clusters existants et des rapports entre eux, vous notez aussi les anomalies, c'est-à-dire que vous voyez que des comptes de 2 clusters différents interagissent tous les deux avec un même troisième compte Facebook ou Twitter. Du coup, ça donne très envie d'aller voir ce que dit ce compte-là et potentiellement trouver des nouvelles choses. D'accord, donc oui, c'est vraiment un travail plus à la rigueur de réseau, quoi. C'est-à-dire que c'est pas juste un compte qu'on examine, mais c'est rapport avec d'autres comptes. Ouais, parce que sur les bots, c'est souvent ça. C'est l'avantage, entre guillemets, quand on cherche les bots, c'est qu'ils sont jamais tout seuls, en fait. Ça n'a pas grand intérêt de faire un bot tout seul. Et du coup, plus on en trouve et plus on peut les connecter les uns avec les autres, et plus on a des chances que le réseau fasse émerger un truc nouveau qu'on n'avait pas vu avant. D'accord, donc en tout cas, ouais, c'est un vrai travail de fourmi pour arriver à démêler tout ça. Et alors après, donc un autre point donc qu'on voit dans la vidéo, c'est que outre donc cet outil, cette plateforme dont ils disposent là pour créer des comptes, ils font carrément. Alors attendez, j'essaye d'afficher en même temps que je vous parle. Ils ont carrément moyen d'aller ouvrir des messageries voilà, sur Telegram. Je crois qu'il annonce à un moment voilà, en fait, qu'il est sur Telegram. Et ensuite, il ouvre un compte Gmail. Donc c'est au-delà des actions de bots, ils font aussi quelque part c'est du renseignement en fait. Enfin, c'est de l'espionnage quoi. Oui, c'est complètement de l'espionnage. Alors, sur cette partie-là, nous, ça nous a fait un peu des nœuds dans le cerveau pendant assez longtemps, parce que on a pu vérifier assez rapidement que ce qu'ils montraient était réel, c'est-à-dire qu'ils avaient effectivement en direct devant les journalistes du consortium piraté un compte Telegram et un compte Drive et Gmail. Ok, donc ce qu'ils font pendant la démo, c'est pas du bluff quoi. Ils font des actions qui réellement sont vérifiables derrière. Voilà. Quoi. Et c'est pas une vidéo, c'est en direct et ils rentrent vraiment dedans. Et nous, ça nous a posé beaucoup de questions parce que ça se fait quand même pas en un claquement de doigts, quoi. Alors, autant Telegram, quand on est sur les messages, quand on n'est pas sur les secret chats chiffrés,
il y a un certain nombre de manières de pouvoir avoir accès à ce genre de contenu en piratant, par exemple, le téléphone ou l'ordinateur de la personne qui est en train de consulter son compte. Mais bon, pour le faire en direct, c'est quand même un peu plus compliqué. Et puis, Gmail ou Drive, si vous avez un compte Gmail ou Drive, vous voyez bien que c'est quand même très très compliqué de se connecter depuis une adresse IP qui n'est pas connue déjà de Google, que même si on n'a pas activé l'authentification à 2 facteurs, il y a quand même un certain nombre de protections qui sont en place et tout. Donc on a passé pas mal de temps à travailler sur cet aspect-là aussi. On n'est pas arrivé à avoir une réponse définitive, ferme sur comment ils ont fait. On a des pistes. Et notre compréhension, c'est qu'ils sont effectivement capables de le faire, mais ils ne peuvent pas le faire partout. Pour la bonne et simple raison que la méthode qu'ils emploient en général, elle suppose que vous ayez quelqu'un que vous avez corrompu ou qui agit pour votre compte chez un fournisseur d'accès à Internet dans le pays où est le téléphone ou le compte que vous visez. Donc, on pense que c'est plutôt par ce biais-là. Enfin, en tout cas, ils utilisent des méthodes qui nécessitent d'avoir un accès à l'infrastructure du fournisseur d'accès pour pouvoir y accéder. D'ailleurs, ils ont fait une démonstration de ce truc, mais c'est pas à notre connaissance un truc qu'ils ont fait dans tous les pays où ils ont eu des clients. Ça a été un peu plus limité que ce qu'ils nous laissaient entendre, je pense. Je pense pas que c'était dans la vidéo du Canada, mais dans leur démo, ils ont aussi exagéré plein de trucs. Ils ont, par exemple, dit que c'était eux qui avaient organisé une énorme attaque par déni de service contre le site de la commission électorale catalane au moment du référendum en Espagne. On pense que c'était totalement faux, qu'ils nous ont complètement menti sur ce point. Voilà, bon. Ça, on sait qu'ils l'ont vraiment fait. Et on sait que dans certains cas, ils ont aussi vraisemblablement travaillé avec des hackers indépendants qu'ils embauchaient pour pirater ou tenter de pirater des boîtes mail ou des comptes appartenant à des personnes qui cherchaient à viser. Et alors, parce qu'ils annonçaient en fait, ils annonçaient notamment être intervenus dans une élection au Kenya. Je sais plus, en fait, j'ai vu des chiffres, hein, il y a une trentaine, ils annonçaient avoir participé, enfin avoir influencé le résultat dans une trentaine d'élections. On a trouvé aucune élection où on puisse dire ils ont changé le résultat. Voilà, ça c'est très clair. C'est clairement complètement exagéré en fait, ils disent on a participé, machin, mais dans leur discours, en fait, ils laissent entendre qu'ils ont permis à leurs clients d'en gagner 20 sur les 30 ou quelque chose comme ça. Ça, franchement, c'est faux. Enfin, c'est complètement faux. Ça fait partie de leur speech commercial. Ils se la racontent beaucoup, ils exagèrent beaucoup. Après, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas agi dans ce nombre de pays ou sur ce nombre d'élections-là. Des fois, ils ont certainement fait des trucs de bas niveau qui n'ont eu absolument aucun impact. Peut-être que dans d'autres cas, ils ont fait des trucs ou essayé de faire des trucs qui auraient pu avoir des conséquences beaucoup plus graves. Au Kenya, notamment, on sait qu'ils ont fait des trucs qui étaient quand même qui étaient déjà complètement hors la loi, d'une part, et qui potentiellement auraient pu avoir un impact sur l'élection. Ça n'a pas été le cas, mais... En gros, je vois, il y avait une question aussi là-dessus dans le chat. Nous, c'est vrai qu'on s'est retrouvés assez embêtés, effectivement, sur la manière dont on raconte ça, parce que on pense qu'au final, ce qu'ils ont fait, leurs opérations de désinformation, dans la plupart des cas, elles ont eu un impact limité, voire nul. Dans quelques cas, c'est plus discutable et ça a fait du dégât, mais globalement, ça n'a pas changé beaucoup les résultats des élections sur lesquelles ils se sont penchés, ou même ils ont beaucoup de clients privés aussi, des fois qu'il y a des règlements de compte entre hommes d'affaires, ça n'a pas eu des impacts gigantesques. Mais en même temps, ce qu'ils font, c'est assez dangereux. Et dans quelques cas, on pense que ça a eu des impacts ou que ça aurait pu avoir des impacts très graves. Donc on voulait à la fois pas rentrer dans leur plan de communication, en fait, en disant, oh là là, regardez, c'est des hackers hyper dangereux, hyper forts, ils manipulent dans l'ombre les élections dans 30 pays, etc. Ça, c'est pas vrai. Mais en même temps, ils avaient quand même la capacité et les outils pour nuire assez sérieusement à des élections dans des pays, détruire les réputations de personnalités publiques, manipuler le courant boursier d'entreprise. C'est des choses qu'ils pouvaient faire et qu'ils ont essayé de faire dans un certain nombre de cas. Alors après, c'est un peu le truc classique. Si on ne peut pas prouver qu'ils ont réussi, est-ce que c'est aussi grave que s'ils avaient réussi?
forcément c'est pas la même chose, mais pour nous ça rentrait quand même dans le spectre des trucs qui sont illégaux, 2 condamnables, et 3 donc c'est important que le grand public sache que ça existe et que ce genre de trucs peuvent arriver, que c'est pas que de la science-fiction ni à 100% du discours marketing. Il y a quand même une partie de ce qu'ils font qui a pu faire des dégâts. Alors, je voulais rebondir sur une question qui a été posée. Quelqu'un demandait en fait si le fait d'utiliser un VPN permettait de se préserver de ce genre de... Mais en fait là j'ai l'impression que c'est... Enfin, si j'ai bien compris, là vous parlez du protocole SS7, des attaques SS7, ça passe par les mobiles en fait, hein. Ça n'a pas grand chose à voir avec le... Pour une part on pense que c'est passé par du SS7, on n'est pas complètement certain pour tout. Parce que, bon, après c'est vrai qu'à partir du moment où vous êtes dans le réseau du fournisseur d'accès Internet, il peut se passer un certain nombre de trucs assez moches. Je pense que le VPN, ça offre une protection que très relative face à ce genre de trucs. Voilà, parce que même si vous passez par un VPN, votre FAI il contrôle quand même beaucoup de choses sur ce qui se passe sur votre réseau. Bon, c'est mieux que rien, mais je crains que ça soit pas forcément toujours suffisant. Après, oui, si vous avez... Là, oui, l'autre truc qui est plus important, enfin, à mon sens, c'est moi, ma compréhension, c'est quand même que si vous aviez l'authentification à 2 facteurs d'activer, c'était compliqué pour eux de réussir à rentrer. On a l'impression qu'ils nous ont aussi montré, entre guillemets, en live, des comptes qui n'avaient pas l'authentification à 2 facteurs activés, parce que justement, c'était beaucoup plus simple pour eux, enfin, de façon générale, c'est plus simple à pirater s'il n'y a pas l'authentification à 2 facteurs. Ok. Après, effectivement, en tout cas, les SS7, j'ai regardé c'est des vieux protocoles Signaling System 7 qui ont été utilisés jusqu'à la 3G, qui sont plus utilisés par les réseaux 4G et 5G, mais des réseaux 3G, il y en a partout en fait. Hein, c'est encore le problème, c'est que il y a pas de 4G et 5G partout. Et donc sur ces vieux réseaux-là, il y a effectivement des protocoles qui sont très peu sécurisés et qui permettent, par exemple, d'aller intercepter des messages, des SMS, et de récupérer comme ça des... si par exemple vous réussissez à vous demander à réinitialiser un compte, que vous avez réussi à intercepter le SMS qui va donner l'authentification à 2 facteurs, on peut la contourner. Donc c'est vrai qu'il y a des protocoles comme ça, effectivement, sont... Et ça crée des failles de sécurité qui sont connues parce que, donc, en creusant un peu le truc, j'ai vu que dès 2013, Snowden en parlait déjà en disant que la NSA avait utilisé ça pour espionner les gens, hein, avoir la localisation des portables, etc. Si j'ai bien suivi, c'est en fait des protocoles qui sont utilisés pour que les réseaux de mobiles communiquent entre eux. Parce que par exemple lorsque vous changez de pays, vous changez de réseau, et donc en fait il y a une sorte de norme qui permet à des réseaux différents de continuer d'échanger des données, et malheureusement effectivement ils échangent des données de localisation, etc. Et donc à partir de là on peut arriver à complètement retracer ce qu'a fait quelqu'un, et même qui l'a rencontré en traçant les localisations de 2 téléphones. Enfin ça permet de faire tout un tas d'avoir accès à des infos confidentielles, quoi. Donc ça, effectivement, il y a cet aspect-là. Après, il y a alors. Ah oui, pardon, désolé, j'avais muté. Donc ensuite, alors j'avais noté une autre question. Malheureusement, ça a défilé depuis et je ne sais plus. Oui, voilà, c'était Maël qui demandait est-ce que ça ne dégoûte pas trop de ne pas avoir le même écho pour vos excellents travaux d'enquête que ces bots et brouteurs qui vont être retweetés et relayés à grande échelle pour désinformer? Comment faire en sorte que vos enquêtes soient retentissantes dans un monde médiatique où tout se vaut à peu près? Alors franchement, moi je le vis assez bien. Je pense que les retweets de bots, ça vaut pas grand-chose dans la vraie vie, et je préfère avoir 2 retweets ou 3 likes, mais de vrais gens, plutôt que 15 000 de bots. Mais après, sur la question plus large, c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est que, en plus, nous, on est un site qui est sur abonnement, donc il y a plein de trucs qu'on publie qui sont assez peu vus. Après, quand même, les gros trucs comme ça, en général, ils trouvent quand même un écho. Après,
moi, je préférerais qu'ils en aient toujours plus. Hein. Forcément, quand on bosse plusieurs mois sur un sujet, on a très envie qu'il soit très lu, très partagé. Je pense que c'est assez humain et normal. Là, pour le coup, je pense qu'en France, notamment, c'est quand même une histoire qui a eu pas mal d'écho et dont on a pas mal parlé. Alors, notamment parce qu'il y avait un volet français qui concernait BFM TV et puis qu'il y avait une ou deux, entre guillemets, bonnes histoires d'opérations d'influence qui concernaient la France. Donc, moi, j'ai pas l'impression que ça soit passé complètement inaperçu. Après, c'est sûr que plus on a de gens qui nous lisent, nous, plus on est content. Je vais pas vous mentir. Oh, puis là, vous avez une large audience ce soir sur Twitch. On en aura parlé sur Twitch, je crois. Alors, j'en profite pour rebondir sur la question de Gaffe, parce que je m'attendais à ce que cette question soit posée. Est-ce qu'il y a un rapport avec l'IMSI Catcher? Non. En fait, l'IMSI Catcher qui a été trouvé à Paris dans une voiture contrôlée par la police, je vais vous donner le lien. C'est une vidéo de Micode qui est sortie il y a quelques jours, où effectivement, là, c'est une autre faille qui est exploitée. En gros, c'est... l'IMSI Catcher, il brouille les antennes relais alentour, il récupère toutes les communications des téléphones qui sont autour de lui, et après il les renvoie vers une vraie antenne, mais donc il chope tout ce qui passe au passage, notamment les numéros de téléphone, et puis il peut faire des envois de masse de SMS. C'est très bien expliqué dans la vidéo de Micode, donc c'est une autre faille, c'est pas la même, mais bon, il y a plein de failles en fait sur les réseaux mobiles. Voilà, alors, du coup, ensuite, un sujet plutôt amusant, enfin que moi j'ai découvert au cours de cette... au détour de cette enquête, c'est l'émeu qui cause l'émoi. J'étais très fier de mon titre de rubrique. Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être que vous connaissez... l'émeu qui s'appelle Emmanuel. Si vous ne connaissez pas, je vais vous montrer une petite vidéo. C'est une vraie star sur TikTok. Je vais essayer de vous montrer ça. Vous me direz si vous connaissez cet émeu. En fait, c'est dans une ferme en Floride. C'est un émeu qui est très doué pour faire du photobombing. Alright, hi everyone, today I'm Princess. Oui, alors il y a Princesse et l'émeu. Ow! Hi everyone, today we are going to be talking about Emmanuel, don't do it. Emmanuel Todd Lopez. Il s'appelle Emmanuel Todd Lopez, l'émeu. Sir. C'est tout le temps ça, hein. Sir, thank you. I personally don't think that tortoises get enough credit. Emmanuel. Ow! Ow! Hold my hands up in the air. C'est tellement énorme. Thank you. Having to hold my hand, Emmanuel. Literal toddlers, please. I think that they're magic. Emmanuel, I'm literally trying to talk about something I'm passionate about. The word turtle and Emmanuel. Bon, il y en a plein des comme ça. Hein. Je vais pas toutes vous les diffuser, mais. I love towards Emmanuel. You are being so rude, and I don't need you to growl at me. If you want to stand right there, that's fine. But you can't. Emmanuel, do not do it. Non, je pense que c'est pas possible. Il y a vraiment une. Je pense qu'elle en joue beaucoup, hein. But I feel like you just really keep interrupting, and it's hurting my feelings a little bit. Okay. So, do you think that you could let me finish that? Huh? You think? You think you could? It would mean a lot to me. What is the reason for this? Bref. Voilà. Alors, l'émeu. En question. Alors après, oui, il y a des. J'ai vu, il y a effectivement des. Il y a des. Elle a fait des tweets racistes. Enfin bon, voilà. Donc tout n'est pas rose chez cette blogueuse, ou je sais pas comment l'appeler en fait. Donc qui a une, enfin qui en gros a une ferme en Floride.
Et donc il fait souvent voilà des vidéos rigolotes avec son émeu. Je vous passe juste celle-ci et après j'arrête avec les vidéos. I'm just out walking my dog this morning and I kept hearing something. Emmanuel Todd Lopez, are you spying on us? Emmanuel? Emmanuel. Moi, je trouve ça très drôle, l'émeu qui se cache et qui est jaloux. Alors bon, voilà, donc une fois qu'on a vu ça, je reviens ici, hop. Attendez, je rétablis. Voilà, donc alors pourquoi on passe des images de l'émeu? Eh bien parce qu'en fait au cours de cette réunion, enfin de cette rencontre avec le team Yorier, apparemment il y a une expérience qui a été faite, il y a un hashtag qui a été lancé sur ce fameux émeu qui est donc très suivi sur TikTok, hein, notamment il y a 2 millions d'abonnés sur le compte de la dame là. Oui, parce que les 3 journalistes qui ont fait l'infiltration, ils se sont doutés aussi que Tim Rorgay, ce qu'il leur présentait, c'était un peu trop beau pour être vrai, possiblement. Et donc, ils leur ont dit, bah ok, vous nous promettez plein de trucs, mais faites-nous une démonstration. Et on veut une démonstration en temps réel pour vérifier que... Là, vous nous dites que vous avez 39 000 bots, vous nous faites une jolie démonstration de création et tout, mais qu'est-ce qui nous dit que vous les contrôlez vraiment, que vous en avez autant? Est-ce que vous êtes capable de faire monter un hashtag en top trends, par exemple, sur un truc Et donc, je ne sais plus exactement comment ça s'est fait dans la discussion, mais ils en sont arrivés parce qu'ils se sont présentés comme des intermédiaires d'un client français ou francophone, et donc ils sont arrivés à cette idée de tuer Emmanuel. Donc, parce que ça faisait un peu un jeu de mots sur Emmanuel Macron, sur l'autruche, voilà. Mais il y avait un truc assez visible et et qui était un vrai test pour le coup, parce que c'est une star, c'est une célébrité d'Internet. C'était un truc qui était à la fois très visible, pas si facile que ça à faire, et qui avait des conséquences limitées, entre guillemets, même si c'est pas très sympa pour ce pauvre animal et les gens qui l'aiment bien, mais voilà, il y avait littéralement pas mort d'homme si on créait brièvement une rumeur sur son décès. Et bah, ils l'ont fait. En fait, on s'est retrouvé, j'ai plus les chiffres en tête, mais ils ont réussi à faire monter le hashtag RIP Emmanuel en tendance dans plusieurs pays. Il y avait un paquet de tweets qui l'ont repris. Et alors ça, pour moi et mon collègue Florian, ça a été une mine d'or, parce que du coup, ça, c'était sur toute la première partie, parce qu'après, il y a des gens ou d'autres bots qui l'ont retweeté automatiquement, mais on savait que toute la première partie des comptes qui simultanément se mettaient à tweeter ça, c'était 100% des comptes de Tim Rorgay. Et oui, du coup, ça vous a permis de repérer, voilà, les bots en question, ça vous en a fourni toute une liste, quoi. Du coup, ça nous en a fourni plein, et en plus, comme ces différents comptes, ils avaient participé à différentes campagnes, ça nous a permis assez vite d'identifier, je sais pas, une douzaine de campagnes différentes qu'on n'aurait probablement pas trop fait sans ça, ou alors on aurait mis vraiment des mois, quoi. Donc, c'était important pour nous, parce que ça fournissait effectivement la preuve qu'ils disposaient bien d'un réseau de bots comme ils le prétendaient, et puis en plus, ça nous a donné des indices hyper utiles sur ce qu'ils faisaient avec ce réseau de bots, et du coup, quelle campagne ils menaient, quoi. Et du coup, la propriétaire qui est tombée là-dessus, donc du coup, s'est précipitée pour aller voir s'il était toujours vivant, et donc du coup, elle a fait un message pour dire attention, il n'est pas mort. Donc ça, a priori, c'était le 29 juillet, ce qui veut dire que le hashtag a dû se répandre un petit peu avant. Enfin, la rencontre a dû avoir lieu en juillet, c'est ce qu'on peut en déduire. Ouais. Et du coup, du coup, son message démentant qu'il était mort, il a été retweeté, je sais plus, plusieurs milliers de fois. Donc ça a quand même eu un impact, entre guillemets. Alors voilà, c'est encore une fois, on n'est pas sur des trucs gravissimes, énormes et tout, mais ça montre que quand même, en 3 clics, nos gars dans la banlieue de Tel Aviv, ils avaient réussi à créer un truc qu'obligeait une star d'Internet à répondre dans les 24 heures, et c'était un truc hyper vu. Donc c'était une démonstration quand même assez claire de ce qu'on peut faire très facilement avec ce genre d'outils. Donc après, je laisse imaginer ce que vous pouvez faire sur des sujets un peu plus graves ou un peu plus lourds, quoi, avec ça. D'accord. Alors après, je vous vois dans le chat, hein. C'est pas parce que je ne réagis pas que je ne vois pas les... Alors qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait que je t'émeus, que je t'émeus, que je t'émeus. Petit jeu de mots. J'ai vu passer des jeux de mots. Là, sur le coup, je ne les retrouve pas, mais bravo pour les jeux de mots.
Alors, donc ça, effectivement, ça a permis de repérer, je dirais, un certain nombre de comptes. Et donc, du coup, oui, c'était pour le coup une démonstration assez parlante. Et alors après, donc, au-delà de ça, ce que montre cette rencontre, en fait, cette rencontre, cette découverte de la team Yorgier, c'est ce que vous appelez, j'aime bien en fait vous appelez ça, je vais afficher votre article, l'ubérisation de la guerre de l'opinion. Parce qu'en fait, quelque part, on se retrouve maintenant avec quelque part, c'est des officines privées qui font ce qui autrefois était un petit peu du domaine réservé des services secrets des États, quoi. Ouais, ou en tout cas, je pense qu'il y a toujours eu des entreprises privées qui essayaient de faire ce genre de choses. Voilà, le marketing, la publicité, ça rentre dans la guerre de l'opinion de façon générale aussi. Mais là, c'est vrai que ce que nous on trouve assez frappant, c'est qu'avec relativement peu de moyens, finalement, on peut mettre en place des trucs qui auraient été impensables avant Internet. Vous imaginez si dans les années 60-70, si vous vouliez monter une campagne d'opinion, il fallait que vous montiez un faux journal. Ça coûtait $1,50 parce qu'il fallait trouver une imprimerie, éditer des articles à la main. Ça prenait un temps infini et ça coûtait extrêmement cher. Là, pour 50 €, vous créez votre serveur chez n'importe quel hébergeur pas trop regardant, vous payez en crypto, vous prenez un abonnement Cloudflare et vous avez un truc quasi intraçable si vous savez vous y prendre. Vous pouvez monter un faux média, quoi. On l'a revu encore la semaine dernière et ces 2 dernières semaines, parce qu'on a bossé sur un groupe qui s'appelle Doppelganger, qui là pour le coup est lié à un pays. Là, c'est une opération de désinformation russe. Un des éléments de leur infrastructure, c'est qu'ils ont créé plusieurs faux sites d'information, alors qui n'ont pas trop marché. Ils n'ont pas eu beaucoup d'audience, heureusement. Mais en français, plutôt pas trop mal foutu. Ça leur a pas coûté très très cher de les fabriquer, hein. C'est des hébergements standards. Ils ont juste un abonnement Cloudflare pour éviter les attaques DDoS et masquer leur origine. Suffit d'avoir quelques personnes un peu motivées qui écrivent des articles et vous avez votre site qui est prêt en quelques heures et qui fonctionne direct, quoi. Et c'est un truc qu'on voit enfin, moi en tout cas c'est un truc qui me frappe énormément, parce que toutes les grosses opérations de désinformation qu'on voit comme ça, qu'elles soient le fait de boîtes dont c'est le métier, ou de services de renseignement, ou de services proches d'un État, y compris qui des fois sous-traitent une partie du boulot à des entreprises privées, et elles fonctionnent comme ça, quoi. Puis en plus c'est hyper pratique, parce que si vous êtes quelqu'un qui cherche à mener une campagne de désinformation, plutôt que d'acheter vous-même les serveurs, d'organiser tout le truc, c'est pas forcément votre métier, vous n'êtes pas spécialiste. Là, vous filez tout clé en main à des gens dont c'est le métier, entre guillemets. En plus, ça met une distance entre vous et la police, les journalistes, les services de renseignement. Vous êtes beaucoup plus protégé que si vous faites les trucs vous-même. Vous allez peut-être laisser des indices ou des traces qui vont permettre de remonter jusqu'à vous. Là, dans le pire des cas, on remonte jusqu'à votre intermédiaire et vous êtes, entre guillemets, un peu plus protégé. Sauf dans le cas un peu bête où c'est votre intermédiaire lui-même qui se fait piéger par des journalistes ou des enquêteurs et qui du coup permet de remonter jusqu'à vous. Parce que je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de campagnes de désinformation sur lesquelles on a écrites sur Team Rorgay où on n'aurait jamais parlé si elles n'avaient pas été trahies, leur existence n'avait pas été trahie par les trucs de bot de Team Rorgay. Parce que c'était des petits trucs. Voilà, ça n'aurait pas attiré l'attention d'un média français parce que ça se passait loin de chez nous, que ça concernait des gens qui sont pas dans l'actu en France et tout, mais du coup, là c'était gratuit, on les a tombés dessus sans avoir beaucoup à chercher. Alors, on reviendra un petit peu après sur Doppelganger. Effectivement, il y a 2-3 choses à en dire, parce qu'effectivement, là, c'est un article que vous avez fait la semaine dernière. Il en a été question la semaine dernière, donc c'est tout récent, mais, enfin, en tout cas, le fait que la France, via le ministère, ait dénoncé la semaine dernière, c'est dans l'actualité, mais effectivement, on va y revenir, ça existe déjà depuis près d'1 an, en fait. Mais avant ça, oui, en fait, il fallait peut-être qu'on parle aussi du cas de BFM TV, en fait.
Puisque... Alors attends, non, j'avais d'abord une petite question en fait. C'est par rapport à tout ce qu'on a vu là. Est-ce que vous avez une idée déjà des... J'ai vu que d'ailleurs quelqu'un posait la question dans le chat. Il disait est-ce qu'il y aurait moyen... Enfin, que c'était pour un ami. Mais est-ce que vous avez une idée de ce qui est possible donc du coup auprès d'une officine comme celle-là, qu'est-ce qu'on peut demander comme service, quel tarif et comment on paye à la rigueur, parce que j'imagine qu'on ne doit pas pouvoir payer facilement. Enfin, ça doit être un petit peu compliqué, quoi. Alors ça, c'est le comment on paye, c'est une excellente question et c'est un des trucs les plus bizarres de de tout ce dossier. Alors pour le dire vite, les services que eux proposaient et que d'autres boîtes certainement proposent de manière un peu similaire, il y a un peu différents packages. Le truc un peu très cher et qui est le plus compliqué, c'est le pack élection. Voilà, vous êtes candidat à l'investiture de votre parti ou à une élection nationale dans votre pays. Là, ils vous proposent un package ultra complet qui va de on vous crée des campagnes sur les réseaux sociaux à on fait du renseignement sur vos adversaires pour trouver des trucs compromettants sur eux, en passant par on crée des faux documents compromettants sur vos adversaires et on s'arrange pour que la presse les récupère. Vraiment, voilà, le truc, l'éventail des trucs sales Sympa. à disposition. Ça coûte cher. Selon la taille du pays, le type d'élection, le risque de sanctions s'ils se font choper, mais c'est plusieurs millions voilà, pour une campagne. Ça dépend aussi si vous êtes prêt, par exemple, à mettre à leur disposition des gens de votre campagne qui vont venir travailler avec eux pour écrire les textes, les aider à choisir quel type de message il faut diffuser et tout. Enfin, bon, c'est des trucs qui se négocient après un peu dans le détail en fonction du type de campagne. Puis après, il y a des trucs de plus petite ampleur, entre guillemets, et moins chers, qui vont être plutôt campagne pour détruire la réputation d'un rival en affaires, campagne pour promouvoir, on a trouvé ça quelques-unes, et ça je ne sais pas combien ça coûte, mais pour promouvoir quelqu'un ou redorer l'image de quelqu'un, on a trouvé 2 ou 3 campagnes de mémoire qui visaient uniquement à dire du bien de gens qui avaient eu des soucis avec la justice de leur pays ou des problèmes de corruption. Ça coûte moins cher, mais on pense qu'ils les vendaient quand même probablement plusieurs centaines de milliers d'euros. Et alors pour le coup, je pense que les gens qui ont acheté ces trucs-là, ils se sont fait pigeonner. Enfin, nous, ce qu'on a vu en tout cas en ligne, ne semble pas du tout valoir ce type de rémunération. Et alors sur le comment on paye, ça c'est un des moments les plus dingues de cette infiltration. Je pense qu'ils posent la question, du coup, nos 3 confrères qu'ils ont rencontrés. Et alors la réponse est complètement dingue, parce qu'on leur dit c'est comme vous voulez. Ça peut être en liquide, ça peut être un chèque qui sera encaissé dans une banque à Abu Dhabi. Vous pouvez aussi déposer l'argent dans un cabinet d'avocats dans un pays si vous voulez. Vous pouvez payer en crypto, il n'y a pas de problème. Et puis on a même eu des cas où on s'est arrangé parce que par exemple dans un pays d'Afrique, c'était compliqué pour le client de nous payer directement parce qu'il fallait pas que ça se voie. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'il avait un projet de construction d'un hôpital. Alors, on a construit l'hôpital pour lui. Il y avait tout, les lits, les machins, etc. Et juste, on a surfacturé la construction de la différence de ce qu'il nous devait, quoi. Et alors, ça, on n'a pas pu le vérifier. On a essayé, mais on n'a pas pu le vérifier parce que ça nous semblait un peu dingue. Donc, on n'est pas certain qu'il ait vraiment fait, mais en tout cas, ça faisait partie des options qu'il proposait au moment de discuter du règlement, quoi. D'accord, c'est très étonnant l'histoire de l'hôpital. Ouais. En tout cas, ce qu'on voit effectivement quand ils arrivent, c'est qu'en fait, a priori, il donne un faux nom, et puis il dit d'ailleurs, attendez. You saw what it said on the door, right? No. It says nothing. Oui, c'est ça, et voilà, vous avez vu ce qui est écrit sur la porte y a rien, voilà, c'est mon nom, enfin, donc ils sont très discrets. Il y a un moment où il dit, ça je peux pas vous le dire parce que sinon il faudrait que je vous tue, ou je sais plus. Donc, on a mis assez longtemps à les identifier, effectivement. Pareil, ça a été un des gros volets sur lesquels il y a eu un long travail de fait pour réussir à mettre un vrai nom sur ces gens, parce qu'effectivement, à aucun moment ils ont donné leur véritable identité. Et ça a été un travail, c'est un gros boulot de nos collègues israéliens qu'on finit par comprendre et par trouver.
Mais en même temps, c'est vaguement... parce qu'en fait, il dit ça sur le ton de la plaisanterie. Si je vous disais ça, il faudrait que je vous tue. Mais bon, quelque part... Mais c'est complètement dans leur stratégie marketing aussi. Voilà, c'est des gens qui ont un background dans le renseignement israélien et ils en surjouent. Enfin, vraiment, c'est un truc, ça fait partie de leur pitch commercial de dire gros clin d'œil appuyé, vous savez, nous on est des anciens du Mossad ou du Shin Bet ou de l'armée israélienne, on n'est pas des rigolos, on a tout vu, on a tout fait, et voilà, ça fait partie de leur truc, ils vous installent dans une ambiance, vous parlez à des espions, vous êtes dans un truc hyper select, c'est un truc aussi qui peut être très flatteur hein, pour des clients potentiels, vous rencontrez des gens qui sont pas là pour rigoler, qui ont vraiment... qu'en ont vu d'autres, qui ont une vraie expérience de renseignement dans l'armée ou les services secrets, ça fait partie de leur carte de visite et de la manière dont ils démarchent des clients. Oui, donc quelque part, ça fait partie... enfin, j'imagine qu'en tant que client, c'est aussi ce qu'on vient chercher, quoi. C'est, voilà, on a l'impression qu'on est effectivement... qu'on est rentré dans un milieu très particulier, quoi. Alors ensuite, il y a... Donc il y a eu au même moment, donc en février, il y a eu des révélations sur l'affaire à BFM TV, avec un journaliste dont on a découvert qu'il diffusait des infos la nuit qui n'étaient pas a priori validées par un rédacteur en chef. Alors j'ai un tout petit extrait de ça. Alors, attendez, j'espère qu'on va pouvoir l'entendre. En même temps, on l'a déjà vu, hein. Si vous avez... Une page importante dans les relations entre le Maroc et l'Espagne s'est ouverte ce mardi. Un forum économique accueille des investisseurs espagnols dans la ville de Dakhla, au sud du Maroc. Le président de la région de Dakhla et le ministre marocain de l'Industrie et du Commerce ont ouvert la rencontre. 250 acteurs économiques et financiers espagnols sont réunis jusqu'à ce mercredi pour investir dans de nombreux domaines comme l'industrie, les technologies ou encore le tourisme. Un forum rendu possible par le réchauffement des relations diplomatiques entre les deux pays depuis la reconnaissance par l'Espagne du Sahara marocain. Voilà, alors... Attendez. Je bascule sur le son qui est là. Hop. Ça, on en avait parlé en fait dans une revue de fait il y a un mois, je crois, déjà, ou il y a 2 mois, je sais plus. Enfin, on en avait parlé de cet extrait-là. Il se trouve que j'ai vu dans une vidéo de Le Média que aucun autre média n'a parlé de ce truc-là, sauf dans La Provence, mais c'était un contenu sponsorisé en fait, où c'était clairement marqué du coup dans le journal contenu sponsorisé. Et là, a priori, ce qui était étonnant dans cette nouvelle dont on n'a pas grand-chose à faire, c'est vrai qu'a priori, il y a une rencontre, mais en fait, c'était justement... le fait que ça parle de la reconnaissance, soi-disant, du Sahara marocain par l'Espagne, et on peut se dire, mais à quoi ça sert en fait de diffuser cette information? Enfin voilà, est-ce qu'il y a vraiment une opération d'influence là derrière? Quel est l'intérêt en fait d'aller diffuser des vidéos? Alors j'ai vu qu'il y avait un autre cas dont il était beaucoup question, mais dont malheureusement je n'ai pas retrouvé la vidéo, qui visait à dire qu'il n'y avait plus de vente de yachts russes dans les chantiers navals dans le sud, et que du coup ça avait des répercussions sur les bassins d'emploi, et que tout ça c'était la faute des sanctions russes. Et a priori, donc voilà, j'ai pas retrouvé cette vidéo-là, mais donc c'est vrai que c'est des infos très bizarres. Et quel est l'intérêt de faire passer des infos comme ça à 2h du matin sur BFM TV, où a priori il n'y a pas grand monde qui regarde, quoi? L'intérêt, il est très simple, c'est que vous pouvez vous resservir ensuite des images en disant « Regardez, c'est passé à la télé française ». Et quand vous montrez ça à un client, n'importe quoi, allemand ou chilien, en fait, lui, il sait pas que c'était à 2h du mat, à un moment de faible écoute, et il fait « Ah ouais, vous arrivez à placer des trucs à la télé française dans une chaîne nationale, c'est quand même pas mal ». Et je pense que ça, c'est une grosse partie de l'intérêt, de réussir à placer des sujets sur une grande chaîne de télé, ça fait toujours hyper classe auprès des clients. Et puis aussi, c'est que certes, cette séquence, elle est vue par
je sais pas combien il y a de personnes qui regardent BFM entre 2 et 3 heures du matin, effectivement, ça doit pas être énorme, mais vous pouvez toujours la réutiliser ensuite, vous la repostez sur Twitter, Insta, Facebook, vous vous en servez, et puis quand vous la repostez en ligne, vous avez en plus la caution de ça a été validé par une grande chaîne d'info française. Et d'ailleurs, à tel point que une des séquences, là, elle a été, dans un des rendez-vous avec Tim Rorgay, elle a été montrée à nos 3 journalistes pour leur dire, regardez ce qu'on est capable de faire. Ça, c'est des infos, c'est nous qui l'avons placé là, quoi. Et nous, c'est vrai qu'on est tombé dessus parce que, grâce au bot, en fait, parce qu'on s'est rendu compte à un moment que cette vidéo sur les yachts à Monaco, cette vidéo de BFM TV était hyper diffusée par des bots que nous, on avait identifiés comme appartenant à Tim Rorgay. Donc, on a trouvé ça bizarre. On s'est dit, mais attends, il y a un truc qui va pas là avec cette vidéo, c'est étonnant. Et donc notre collègue de Radio France, Frédéric Mettezo, a appelé BFM en leur disant mais il n'y a pas un souci là avec cette vidéo. Et du coup, ils ont ouvert une enquête interne et ils se sont rendus compte qu'il y avait pas mal d'autres sujets en plus qui avaient été diffusés sans avoir la validation de leur circuit interne avec la rédaction en chef normalement. Et du coup, ça a un peu fait boule de neige derrière, quoi. Alors là-dessus, si on va peut-être prendre juste 2 minutes parce qu'en fait il y a eu des auditions ensuite, donc il y a eu effectivement une commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur une commission d'enquête parlementaire là-dessus, et donc qui ont successivement reçu Rachid Embarki et puis le lendemain Pierre-Olivier Fogiel, c'est le patron en fait de BFM. Pour justement les entendre là-dessus. Alors, je vous propose d'écouter juste ce qu'ils en disaient, parce que c'est vrai que derrière, ça pose peut-être d'autres problématiques. Hop. Juste que je rétablisse le son. La reconnaissance par l'Espagne du Sahara marocain. Ça va démarrer, hein. J'ai donc contacté Rachid Embarki, lui demandé de venir me voir. Il est venu me voir le 11 janvier, donc 4 jours après. Je lui ai présenté les vidéos et lui demandé de quoi il en retournait, comment ces informations étaient arrivées à l'antenne. Il m'a raconté d'abord qu'elle était immédiatement, qu'elle lui avait été proposée par ce qu'il m'a décrit comme un informateur. Et il m'a donné le nom de Jean-Pierre Dution. En me disant immédiatement que Jean-Pierre Dution lui avait proposé un certain nombre d'informations et qu'il était de son libre arbitre journalistique de les prendre ou pas. Et immédiatement, il a nié une contrepartie financière. Il m'a expliqué que ces informations étaient, selon lui, importantes pour l'antenne. Je l'ai écouté, je lui ai demandé, je lui ai dit pourquoi pas, mais qui est au courant dans la chaîne hiérarchique. Je vais vous décrire ensuite évidemment le processus robuste qui conduit à mettre une information à l'antenne à BFM TV. Là, en l'occurrence, il a donc été contourné, mais dans la mesure où il avait jugé que ces informations devaient être dans son journal, quel avait été le processus qu'il avait suivi pour faire valider ces informations. Là, il a été plus qu'évasif puisqu'il m'a dit que la rédactrice en chef n'avait pas été au courant. Je vous décrirai comment, dans tous les cas, les rédacteurs en chef valident les informations qui passent à l'antenne. Et plus problématique, comme vous l'avez vu vous-même, il y avait un certain nombre d'images dans le cadre de ces informations qui venaient illustrer ce qu'il disait, des images qui n'apparaissent pas, qui n'ont pas été tournées par BFM TV et qui n'ont pas été achetées par notre cellule d'images. Toutes les images diffusées à l'antenne de BFM TV suivent un process. Soit elles sont dans une banque d'images, soit elles ont été tournées, soit on demande qu'on les achète. Mais en l'occurrence, là, elles ont été ingérées à l'antenne par des images que Rachid Embarki n'a pas reconnu avoir été données par Jean-Pierre Dution. Alors, merci pour la remarque. Merci pour la remarque dans le chat. Effectivement, c'est Marc-Olivier Fogiel et pas Pierre-Olivier Fogiel. Donc, alors, c'est bien beau, mais je trouve quand même que il parle d'un processus robuste destiné à filtrer ce qui va arriver à l'antenne. Là, en l'occurrence, faut admettre que si c'est arrivé plusieurs fois, c'est qu'à un moment, il y a quand même un problème aussi dans le processus. L'animateur ait cherché à faire passer des choses à l'antenne, bon, déjà, c'est un problème, mais a priori, il n'y a quand même pas une vérification dingue, on peut dire, sur le créneau de la nuit, en tout cas, puisque c'est arrivé plusieurs fois. Visiblement, il y a eu
sur le fameux processus robuste dont Marc-Olivier Fogiel parle, il y a sans doute des trous dans la raquette aussi qui ont permis ce genre de... Oui, puis je pense qu'il le concède aussi. Après, il y a un truc qui est difficile je pense à comprendre pour beaucoup de gens qui ne sont pas du métier, c'est que la plupart des médias, y compris des médias qui ont beaucoup de salariés, qui sont des grosses équipes, ça reste des trucs très artisanaux en fait. Je sais que moi, souvent les gens sont hyper surpris quand je discute avec des gens qui ne sont pas du tout journalistes et qui me demandent combien de gens travaillent dans tel ou tel service, ils ont l'impression qu'on est une armée gigantesque, alors qu'en fait, on n'est pas si nombreux que ça. Et c'est vrai aussi des télévisions, et, y compris de BFM TV, où en fait, ils sont, je pense, beaucoup moins nombreux à travailler, surtout sur les horaires de nuit, que ce qu'on imaginerait spontanément. Et vous pouvez vous retrouver effectivement aux petites heures de la nuit avec une équipe très réduite, où c'est juste une poignée de personnes qui font l'ensemble de la chaîne de production. Et bah, voilà, il suffit que le rédacteur en chef ou la rédactrice en chef soit parti prendre un café ou soit allé gérer une urgence quelque part. Moi, je suis pas très surpris que... Enfin, ça me semble pas complètement incompatible qu'il y ait un processus solide, au moins en théorie, et que dans la pratique, bah, de temps en temps, il y a des moments où effectivement, on puisse s'engouffrer dans des brèches parce que bah, ouais, c'est la nuit, c'est des petites équipes, c'est pas non plus, il n'y a pas une triple vérification de chaque truc. Et alors, quelqu'un disait, à juste titre, ça y est, je l'ai perdu dans le chat. Fourmi77, voilà, qui dit qu'il me semble que Rachid Embarki a donné un autre son de cloche. Alors tout à fait, il est passé donc lui aussi devant la même commission. Alors on va pas écouter toute son intervention parce qu'elle dure 1 heure. Donc j'ai juste choisi par contre un petit extrait où il met en cause. Alors vous allez voir, il met en cause la manière dont ça a été traité. Alors attendez que je relance. Mais effectivement, lui, alors. Pour vous faire un résumé de son intervention, vous pouvez la retrouver il y a une chaîne YouTube pour LCP, la chaîne parlementaire, et l'audience du 22 mars de Rachid Embarki est disponible. Alors, ça dure 1 heure. Au cours de cette heure, il diffuse des extraits de... Alors, il revient beaucoup sur le sujet du yacht. Il dit que il en avait déjà été question quelques mois auparavant, avant son intervention à lui sur BFM TV, voilà. Par contre, effectivement, il dit très peu de choses sur les autres cas parce qu'il y a quand même une douzaine de cas, je crois, qui sont énoncés. Sur les autres, il me semble qu'il il avançait moins d'arguments. Bon, évidemment, il n'est pas du même avis que Marc-Olivier Fogiel, on s'en doute. Et alors donc oui, voilà, je voulais vous faire écouter donc juste ce petit passage-là. Ingéré à l'antenne par des images que Rachid Embarki a reconnu avoir été données par Jean-Pierre Dutu. Mais entendons-nous bien, je ne suis pas en train de remettre en cause l'enquête menée par mes confrères de Forbidden Stories. Je tiens seulement à dire qu'il y a, en ce qui me concerne et en ce qui concerne la France, un véritable tournant dans cette enquête. Monsieur Métézo l'a dit lui-même dans l'une de ses multiples interventions de ces dernières semaines. C'est un journaliste de Radio France. L'extrait de la vidéo de l'un de mes journaux télévisés que lui montre Tim George, Frédéric Métézo comprend qu'il tient potentiellement un scoop. Parce qu'une enquête sur une officine israélienne qui vend ses capacités de désinformation à des groupes politiques ou même à des États pour influencer des élections qui se tiennent pour l'essentiel en Afrique, aussi important soit le sujet, cela ne risque pas de créer le buzz auprès du public français. En revanche, si en tête de proue de cette enquête, on peut brandir la tête d'un présentateur de journal télévisé, d'une grande chaîne, et dont le nom et le visage est un peu connu des Français, alors là, on crée une affaire. On sait que son histoire va être reprise partout et par tout le monde. Et on donne, par la même occasion, une exposition médiatique inespérée à l'enquête à laquelle on participe. L'enquête de Forbidden Stories devient, à ce moment-là,
l'affaire Mbarki. Et ça, M. Métézo l'a immédiatement compris. Il n'a ensuite eu de cesse que de donner de la substance à ce qui s'avère être, à la fin, une fable. Alors bon, on va pas... Il faut aller regarder hein, son intervention complète pour comprendre pourquoi lui il estime que c'est une fable. Est-ce que vous, du coup, vous... J'imagine que vous n'êtes pas de cet avis-là, qu'en fait, du coup, pour lui, l'affaire, en fait, elle a été finalement... son histoire à lui, du coup, aurait donné un coup de projecteur sur le story killer. C'est sûr qu'en France, c'est un des sujets dont on a le plus parlé parce que, de fait, il y a des vidéos douteuses qui ont été utilisées par les bots de Team Roergé et dans le cadre de campagnes menées pour des clients de Team Roergé. Pour moi, c'est un fait. Je pense qu'on l'a assez clairement démontré. Donc, ça fait partie de l'histoire. Et forcément, en France, oui, quand il y a une chaîne française qui est concernée, ça va intéresser davantage le public français que, effectivement, les histoires d'ingérence au Kenya. On peut le regretter, mais c'est comme ça que fonctionnent les gens. Après, je pense qu'il y a un truc qu'on peut relativiser assez facilement. Ça fait 1h30 qu'on discute de Team Roergé. On en arrive à évoquer Rachid Mbarki que maintenant, donc c'est pas non plus le seul point sur lequel qui a intéressé visiblement les gens et sur lequel les gens se sont focalisés. Donc après, c'est sa ligne de défense. Je comprends qu'ils se sentent personnellement mis en cause, mais voilà, je pense qu'il n'y a pas que le cas de ces diffusions tard le soir sur BFM TV dans ce dossier. Je pense qu'il y a pas mal d'autres points qui ont quand même intéressé les gens, y compris en France. Oui, d'ailleurs, moi je précise que c'est en plus c'est complètement moi là qui ai déterminé les sujets de ce soir en fait, hein, donc il n'y a pas voilà. Et c'est vrai que, enfin, pour moi en tout cas, pour ce que je fais sur la chaîne, ça me semble. C'est vrai que oui, on en avait d'ailleurs déjà parlé en fait hein, de l'histoire de BFM TV. Moi, ça me semble super important effectivement d'attirer l'attention aussi sur voilà les histoires de bots dont j'avais déjà parlé en vidéo. Je trouve que là, il y a vraiment une amplification du phénomène. Et alors justement, on en arrive à un petit peu la dernière partie hein, de ce stream sur les fameuses révélations sur Doppelganger. Alors si je fais un petit résumé, ce petit résumé, alors voilà, pour tout vous dire, en fait, ça vient d'un... Il y a eu un rapport publié par Facebook, je suis en train d'essayer de retrouver tout en vous parlant, c'est compliqué, retrouver mes liens. Voilà, Meta, donc Facebook avait publié en fait en septembre un petit rapport sur la manière dont ils ont identifié des comptes qui faisaient de la propagande. Donc ils en avaient supprimé plus de 1600 hein, sur la plateforme en septembre. Attendez, hop. Non, mais vous voyez pas ce que j'affiche, donc forcément... Non, c'est pas l'émeu. J'ai vu quelqu'un demander des émoticônes tout à l'heure, il faudra que j'y réfléchisse. Alors voilà, donc ici dans ce... Alors pareil, tiens, je vais vous mettre le lien dans le chat et chacun pourra ainsi aller explorer tout ça par lui-même. Et donc voilà, Facebook en septembre a publié donc un petit rapport dans lequel il parlait notamment du fait que sur Facebook et Instagram, donc il y avait 1633 comptes, 703 pages, un groupe qui était concerné par donc des opérations de propagande. Et c'est quelque chose qui avait commencé... alors attendez, ça je vais vous montrer là, ce sera plus simple. Qui avait commencé en fait dès le mois de mai-juin, où il y a une plateforme qui s'appelait RRN, Recent News, ah ça mince, je l'avais noté. Reliable News. Voilà, Reliable Recent News. Et au début, je crois que c'était même Russia Reliable News, et puis ça, ils ont changé le nom en cours de route. Donc, au départ, c'est un site
qui diffuse des infos, donc rrn.world, et ces infos se retrouvent en simultané quasiment sur plein de plateformes, dans plein de langues. Donc il y a déjà une sorte d'industrialisation un petit peu de la manière dont ces infos sont répandues. Et puis à partir de mi-juin, Facebook, donc là c'est un graphique de Facebook, a repéré en fait... Enfin, c'est pas Facebook au départ qui l'a repéré d'ailleurs, mais eux en tout cas ils ont fait ce graphique-là pour synthétiser un certain nombre de faux sites qui ont été créés. On en avait vu un exemple déjà là sur ce stream du faux site du Parisien, le parisien.ltd au lieu du parisien.fr. Voilà, un certain nombre de sites, donc, dont en Allemagne, comme ça, avec des faux médias. Et qui donc reprennent, vous en aviez un petit peu parlé tout à l'heure, reprennent exactement la maquette, je dirais, des vrais médias. Donc par exemple sur The Guardian, donc là c'est en juillet, tout ça figure dans le rapport de Facebook. En juillet, en fait, on trouve une page qui ressemble avec les mêmes noms de journalistes, par exemple, qu'un vrai journaliste du Guardian. Sauf que dans le Guardian, donc on a une vraie info. Et ce jour-là, sur theguardian.co.com, donc qui n'est pas le vrai Guardian, c'est une URL frauduleuse, on nous explique vidéo false staging in Bucha revealed. Alors vous savez, Bucha c'était la ville de Russie dans laquelle il y avait eu un certain nombre de crimes de guerre par les Russes au moment où qui ont été découverts au moment où ils ont quitté la ville. Et donc là, a priori, theguardian.co.com nous exposait la manière dont c'est... La ville d'Ukraine, pardon. Merci. Merci de me corriger dans le... Donc voilà, il y a un certain nombre de faux sites de ce genre-là qui ont été créés. Alors, on avait vu ici, on avait parlé du faux site du Parisien, qui par exemple, donc là, ça date d'il y a quelques semaines, le parisien.ltd au lieu du parisien.fr, qui, bon pareil, là c'est de la désinformation par rapport aux Ukrainiens qui fuiraient le front et qui seraient donc des lâches. Bon, il y a une tentative de communiquer, effectivement, c'est un peu de la propagande. Et voilà, un type de blanchiment qu'on a pu voir, alors ici c'est un compte... d'un ex-sénateur assez connu, qui a retweeté l'article du parisien.ltd, et c'est vrai que dans un tweet ou une publication Facebook, si on n'est pas très attentif et qu'on ne regarde pas l'URL précisément là, leparisien.ltd, on peut se faire avoir. Si on clique sur l'article pour aller vérifier, parce que normalement il faut cliquer pour aller vérifier, ne pas liker tant qu'on n'a pas vérifié, tant qu'on n'a pas lu au moins. Quand on va cliquer, on va se retrouver sur une page qui ressemble à celle du Parisien. C'est même assez bien fait puisque ça va, les liens sont cliquables, etc. Donc on a vraiment l'impression d'être dessus. Et en plus, quand la personne qui retweet marque le Parisien, comme il l'a fait là, on voit la flèche du haut là, dans son tweet, ça donne d'autant plus de crédit. Donc voilà, là on a une information qui est fausse au départ, mais qui est passée par le biais d'un faux site, et qui donc trouve un petit peu comme l'information tout à l'heure qui est passée la nuit sur BFM TV, quelque part, BFM TV, elle trouve une sorte de crédibilité, quoi. Elle a le sceau d'un média, et elle est diffusée de cette manière-là. Alors je crois qu'il y a aussi Le Monde qui a été victime de ce genre de faux sites. Et puis la semaine dernière, donc on a appris que carrément le ministère, il y a eu un faux du site du ministère de la Défense, quoi. Pardon, des Affaires étrangères. Affaires étrangères. Et puis le domaine sur lequel ils avaient hébergé ce faux site, il était configuré pour faire aussi des faux du ministère de l'Intérieur, de 2 ou 3 autres ministères. En tout cas, ils avaient prévu l'infrastructure pour faire des faux. Ils n'ont pas eu le temps ou pas finalement décidé de ne pas le faire, mais c'était prévu pour pouvoir faire des faux de plusieurs ministères français à partir de la même URL. Ouais, et c'est assez intéressant entre guillemets parce que c'est une campagne où, comme vous l'avez dit, en fait Facebook il les avait repérés depuis 6 mois, plus de 6 mois, quasiment 9 mois, et nous dans notre expérience en général, quand des gens se font choper comme ça, ils montent une opération, ils se font choper, ils sont quand même un truc qui est lu par tous les gens qui font de la cybersécurité, de la recherche en threat intelligence.
ils font un peu profil bas pendant quelques temps. Et eux, pas du tout. En fait, ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont continué sans vraiment s'arrêter et à essayer tous les jours de recréer de nouveaux faux comptes Facebook, de prendre des publicités sur Facebook, parce que c'était un des gros outils qu'ils ont utilisé pour essayer d'avoir du trafic sur leurs fausses pages, c'était d'acheter des publicités. Alors pour le coup, Meta, j'ai écrit beaucoup d'articles très critiques sur le fonctionnement de Meta, de sa modération, mais là, ils ont fait le boulot, c'est-à-dire qu'ils ont bloqué tous ces nouveaux comptes très rapidement. Ils sont pas, aucun des comptes qu'on a examinés sont restés en ligne très longtemps, mais en 1 heure, 2 heures, ça leur suffisait pour acheter des publicités et avoir quelques milliers ou dizaines de milliers de vues sur leurs faux articles. Et donc ils ont continué, même au fur et à mesure que leur compte se faisait dégommer. Donc ça, c'est un degré de persistance et d'implication qu'on ne voit pas souvent dans ce genre d'opération, et probablement du coup un degré de financement qui est assez important, parce que ça coûte cher en fait de faire ça, parce que faut tout le temps recréer des comptes, donc il faut des gens qui sont motivés, qui font que ça toute la journée, à qui on donne des VPN, des outils, tout un tas de trucs pour pouvoir continuer, puis du fric pour payer des publicités, hein, tout bêtement. Donc sur l'échelle des opérations de désinformation russes, pour dire de façon un peu résumée, les désinformations étatiques entre guillemets russes qui visent l'Europe ou les pays occidentaux, c'est pas toujours méga subtil. Ça se signale pas toujours par un haut degré de sophistication et de subtilité dans la manière dont c'est mis en place. Là, pour le coup, on est quand même sur des gens qui sont assez malins, qui ont fait très attention à la manière dont ils montaient leur opération, qui avaient des bons communicants publicitaires parce qu'ils ont vraiment très bien adapté le message qu'ils voulaient faire passer. Alors au Royaume-Uni, là vous avez montré des exemples, en France, en Allemagne, où il y a eu énormément de faux articles aussi. C'était pour une part des choses faites avec un gros degré de subtilité et de sophistication. Et du coup, c'est vrai que moi, je comprends que cette campagne-là, elle a été déjà très remarquée par Beta, qui disait que c'était la campagne la plus sophistiquée qu'ils aient vue depuis le début de la guerre, et puis dénoncée aussi par le Quai d'Orsay en France, parce que on est à un niveau de problème qui est beaucoup plus important que d'autres trucs qu'on a pu voir venant de Russie ces derniers mois, parce que là, on est quand même sur du boulot plus professionnel, entre guillemets, si je peux le dire comme ça. Alors juste pour repréciser, parce que je crois que j'ai mal expliqué en fait le schéma là. Je vois Maël Free, non c'est ça, qui disait oulala, mais il y a beaucoup de fausses infos qui sont générées en Allemagne. Alors pas du tout. Alors, en fait là c'est les faux sites de médias, si je ne m'abuse. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des faux médias allemands. Des faux sites de médias allemands, il y en a beaucoup, mais c'est pas les Allemands qui font de la. Non, en fait, il y avait les deux. Par exemple, en Allemagne, vous aviez des fausses pages du Spiegel ou de la Süddeutsche Zeitung, mais il y avait aussi des faux médias en langue allemande qu'ils ont créés eux-mêmes et qui publiaient leurs propres articles et qui ne cherchaient pas à imiter des médias existants. Ils ont fait les deux en France, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni aussi, je crois. Ok. Alors, oui, mais ça, voilà, je voulais essayer de voir si j'avais encore des noms, mais je crois qu'en fait on a vu les différentes choses que j'avais. Il y a en fait le fameux site du Parisien dont on a parlé récemment. Mais celui-là, on a fait un stream dessus, donc au pire, vous pourrez retourner voir. Ça devait être la revue de fake de mai 2023, qui doit toujours être dans les vidéos accessibles sur la chaîne. On avait été un petit peu explorer ce faux site du Parisien, et c'est vrai que c'est assez sophistiqué, puisque voilà, comme on disait tout à l'heure, on peut rentrer dans les rubriques, dans les liens qui figurent dans les pages. Si on clique sur la partie s'abonner, etc., ils n'ont pas refait tout le site, c'est-à-dire qu'après ça repointe vers le vrai site, donc on finit par se retrouver sur le vrai site, et en fait on n'y voit que du feu, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie, il y a une sacrée sophistication derrière. C'est vraiment des sites, des faux pointus, quoi. Je vais vous laisser le lien dans le chat. Ce qui vous permet d'aller creuser tout ça par la suite. Et puis, ah oui, je sais pas, je vais vous redonner le lien ici parce qu'on a parlé de Forbidden Stories et en particulier donc des articles de Damien Leloup, mais bon, que
à partir de la page là dont je vous ai donné le lien, vous pouvez aussi retrouver donc quantité d'autres articles sur d'autres médias. Bon, la vidéo de The Guardian, on l'a regardée, mais il y a eu aussi notamment des publications par Fabrice Métézo de Radio France, qui faisait partie des personnes infiltrées, etc., etc. Alors, peut-être juste quelques questions pour terminer. Je vois que par exemple, Erwan demande « Est-ce que Damien Leloup n'a pas le sentiment que la bataille est perdue d'avance ?» Non, moi je pense pas. Après, je suis peut-être beaucoup trop optimiste, mais quand on bosse longtemps sur ces sujets-là, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de trucs qui sont nuls en fait. Il y a beaucoup de boîtes de désinformation ou de désinformateurs professionnels. C'est nul ce qu'ils font. Ça convainc pas grand monde. C'est un truc qu'on a beaucoup vu sur Team Rorgay où bah ouais, ils ont un très gros réseau de bots, mais en fait c'est beaucoup de bots qui parlent entre eux. Donc, sur certains sujets, ils n'arrivent pas du tout à percer. Ils continuent de se repartager les mêmes infos bidons entre eux, mais ça touche quasiment aucun humain réel. Alors, dans d'autres cas, ils ont réussi à casser un peu cette bulle et à transmettre des informations qui étaient fausses à l'extérieur, voire quelques-unes qui sont retrouvées dans des médias. Mais en moyenne, c'était quand même pas non plus des gros succès pour eux. La désinformation, c'est compliqué. En fait, c'est difficile d'en mesurer les effets, c'est difficile de mesurer à quel point un truc prend. De temps en temps, on a des cas très concrets, des exemples, on voit qu'un truc qui a été vraiment inventé de toutes pièces, il décolle et qui se retrouve à circuler dans des sphères ou des communautés qui, a priori, n'avaient aucun rapport avec. Mais c'est pas non plus un truc, un bouton magique sur lequel on appuie et on arrive à convaincre des gens d'un truc qui est faux, parce que, bah, en fait, la plupart des gens, on peut essayer de les tromper, on peut essayer de leur mentir, on peut essayer de leur faire croire des trucs qui n'existent pas, mais en moyenne, moi je retiens quand même un truc peut-être trop optimiste aussi, mais je pense que les gens sont pas idiots. Ils ont une forme de recul, de principe critique qu'ils utilisent aussi des fois contre les médias, et c'est leur droit le plus strict, parce que des fois on peut se tromper, on peut se tromper aussi. Et j'ai l'impression que la désinformation russe, elle peut sortir un peu de son carcan, mais elle s'adresse quand même surtout à des gens qui sont déjà convaincus, en fait, par les éléments du Kremlin. Moi, j'ai l'impression que si on n'a pas envie de laisser ce type d'opération ou de choses se propager, c'est surtout là-dessus qu'on a tous intérêt de travailler. Voilà, c'est de se demander pourquoi des gens sont prêts à croire plus facilement des arguments d'un État autoritaire qui envahit son voisin plutôt que de croire des voix de gauche, de droite, du centre, ailleurs dans leur propre pays. Bon, moi, ça me pose plus de questions que je ne suis inquiet des opérations de désinformation. Après, je pense que c'est vrai que si on reste assez vigilant, médias, citoyens, tout le monde, en fait, élus aussi, hein, parce que voilà, il y a aussi des élus qui consciemment ou non, diffusent des trucs qui sont faux. Donc, c'est un truc de vigilance permanente, d'esprit critique à garder, mais moi, je continue de croire que la plupart des gens, ils sont plutôt du côté de l'esprit critique et personne n'aime être pris pour un imbécile. Personne n'a envie de se laisser avoir par un truc qui est faux. Des fois, des gens tombent dans des spirales complotistes ou politiques d'engagement où ils se cachent un peu la vérité, mais en fait, personne n'a envie qu'on lui mente ou d'être pris pour un imbécile. Je compte là-dessus, en tout cas. En tout cas, on fait tout ici pour que chacun soit armé et évite effectivement ce genre de piège. Alors juste une petite réponse à Pirol qui dit donc il y a possiblement des dizaines de vrais abonnés aux Parisiens qui consultent depuis des mois un faux site en se croyant sur le Parisien. Non, c'est pas ça le principe. En fait, le principe c'est vraiment que si vous allez même sur la page d'accueil, si vous allez sur la page d'accueil de ce site, elle répond même pas en fait, la page d'accueil leparisien.ltd, ça sert juste à faire des articles comme celui-là qui ensuite sont communiqués sur les réseaux sociaux en fait. C'est-à-dire qu'en fait en gros c'est pour encapsuler des articles et les faire diffuser par des bots comme ici, mais vous allez, normalement l'abonné normal du Parisien il va sur le Parisien quoi, je veux dire il tombe pas dessus en fait, c'est vraiment pour faire diffuser des faux articles et que quand on clique dessus on a l'impression qu'on est sur un vrai site quoi. C'est très précis comme usage.
Voilà, c'est des leurs, exactement. Et merci, décidément, j'ai un problème avec les prénoms, donc c'est Frédéric Mettezo et pas Fabrice Mettezo. Désolé. Voilà, effectivement, je me suis trompé. Laoli Studio nous dit copier un site est si simple, en plus il suffit de récupérer les éléments HTML, CSS, parfois du JavaScript. Maël Free nous dit pour avoir travaillé aussi comme journaliste, je peux te confirmer que parfois ce n'est pas toujours possible de fournir toutes les facettes et tous les points de vue de l'information par souci de timing, de place sur le papier, de cohérence par rapport à la chaîne graphique, etc. Oui, alors. Je ne sais pas, vous confirmez? Oui, bah oui, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Là, c'est un truc assez classique. Si vous êtes spécialiste d'un sujet, en fait, vous serez jamais. Enfin, c'est exceptionnel que vous soyez très content d'un article pas très long écrit dans un journal généraliste sur le sujet dont vous êtes l'expert, parce que vous trouverez toujours qu'il manque des éléments, du contexte, ou qu'il y a des trucs qui sont trop résumés ou pas expliqués comme vous l'auriez fait. Et malheureusement, c'est souvent vrai. Quand on a 3000 signes pour expliquer un truc un peu complexe parce qu'on n'a pas beaucoup de place, bah, ça sera jamais aussi complètement satisfaisant pour quelqu'un qui est un expert du sujet. Après, l'idée, c'est qu'on essaye d'écrire pour le plus grand nombre, ou en tout cas pour des gens qui, eux, connaissent pas du tout le sujet. Et normalement, la règle, c'est en tout cas d'essayer de ne pas écrire de trucs faux. Voilà. Donc, il manquera souvent du contexte, des explications, des choses que des connaisseurs ou connaisseuses hyper experts du sujet trouveront que ça manque. Mais voilà, pour le grand public et avec des contraintes de place, on essaye de donner un peu le minimum et le dénominateur commun. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on se plante jamais. Hein. C'est pas moi qui vais vous dire ça. Mais en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, je lis les dernières contributions. Génocidax nous rappelle qu'une page d'accueil qui ne fonctionne pas, c'est une page d'écueil. Elle est pas mal, on prend. Pourquoi pas? Maître Capello salue le jeu de mots. Maël Free nous donne un conseil de bonne aloi, ma foi. Encore une fois, les amis, pour avoir le plus de vérité autour d'une info, ne faites pas juste confiance à tel ou tel média, faites l'effort de croiser vos sources. C'est un conseil plutôt judicieux. Tout à fait. Surtout si dans vos sources, il y a Le Monde. Vous n'êtes pas aux objectifs, vous avez un conflit d'intérêts. C'est vrai. Bon, voilà. Est-ce qu'il reste quelques questions ou parce que là, il est bientôt 23h, on va peut-être libérer notre invité. Parce que ma batterie menace dangereusement. Donc Voilà, donc effectivement, il va être... Alors, j'en profite juste pour... je remercie Gaff, qui a renouvelé son abonnement, ainsi que Coco Lastico, et que Len Tigers. Merci à vous pour vos renouvellements d'abonnement. Bah écoutez, merci beaucoup Damien Leloup d'avoir répondu à cette petite invitation pour parler de ce projet. Storytellers. Merci pour l'invitation, c'était très cool. Et puis, donc on peut vous suivre, bien sûr, dans Le Monde. Alors, attendez, je vais essayer de remontrer... Mince. Ça y est, j'ai perdu mon navigateur. Donc, vous avez... Il y a voilà, notamment dans la rubrique Pixel, on peut retrouver les articles. Alors après, effectivement, il y en a qui sont réservés aux abonnés, hein. Mais sur les révélations sur Tim Yorrier, dont on a parlé ce soir. Donc voilà, n'hésitez pas à aller lire Damien Leloup, également en fiction, dans son œuvre romanesque. Voilà, je vois des commentaires très intéressants et un peu effrayants. Ah oui, non, mais c'est sûr, hein, le stream du lundi, on regarde le monde tel qu'il est, donc c'est vrai que, bon, parfois, il y a des choses pas très reluisantes, mais bon. Ce qui est intéressant, c'est que quand même, voilà, comme ça a été dit, hein, il y a quand même des gens qui bossent sur le sujet, il y a quand même, voilà, on arrive à repérer des choses. Les plateformes ont pas trop déconné sur le coup, par exemple Facebook a plutôt bien modéré, suivi tout ça et supprimé les comptes. Bon, il faut quand même trouver des raisons d'espérer.
Ouais, il n'y a pas que. Et puis c'est un truc. C'est des trucs qui énervent beaucoup les gens, y compris chez les plateformes, hein, et je pense chez certains politiques aussi, certains journalistes, certains policiers ou enquêteurs. Donc voilà, les gens font quand même gaffe à ça. Et encore une fois, moi, je pense que les gens n'ont pas envie de se faire avoir et ça les embête quand il se passe des trucs comme ça. Donc il y a quand même une forme de vigilance qui est pas nulle, quoi. En tout cas, il y a une conscience du fait que ça peut être un problème et les gens font un peu plus gaffe. Et juste, J'espère pas me tromper. Dernière question, et après on arrête les questions, c'est une idée de ce que représente financièrement ce marché par rapport à des officines telles qu'on a vu ce soir. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'autres, et est-ce que ça représente des grosses sommes Nous, on n'a pas de preuves formelles. On pense qu'il y en a d'autres. Pas forcément aussi grosses que Tim Orgay, parce que Tim Orgay, ils avaient quand même énormément de clients et une assez grosse part de marché, je pense, notamment en Afrique et en Amérique latine. Donc, il y en a d'autres qui existent, c'est sûr. Il y a des boîtes plus petites, il y a des boîtes qui sont plus limitées géographiquement. Elles n'ont pas forcément toutes le même type de capacité, elles n'offrent pas forcément le même type de service, mais c'est sûr et certain que d'autres existent. Nous, on est plutôt dans l'idée que Timor Orgay, c'était une des plus grosses et que celles qui existent par ailleurs sont certainement un peu moins de moyens. Bon, par ailleurs, on a plutôt l'impression que depuis la publication de ces enquêtes, leur activité a sévèrement décliné, parce que il n'y a pas pire pour ce genre d'opération que d'être exposé en pleine lumière, parce que leurs clients n'ont pas du tout envie que leur nom se retrouve associé à ce genre de choses. Donc, on se dit que certaines manières, en essayant de rester modeste, ça marche, quoi, quand on arrive à remonter les filières et à les mettre au grand jour. Très bien. Eh bien écoutez, merci beaucoup, merci encore, merci à tous ceux qui ont participé, merci aux modérateurs d'avoir modéré. Je vous rappelle juste que donc mercredi, on se retrouve à 17h, enfin pour ceux que ça intéresse, hein, on se retrouvera ici... Pardon, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un deuxième défécateur qui arrive. On se retrouve à 17h pour ceux que ça intéresse pour parler sécheresse avec un autre invité. Et puis jeudi soir, donc ça c'est pour mercredi 17h, et jeudi soir bien sûr Retro Gaming à 21h sur Discworld. Discworld 2 que nous aurons le plaisir de poursuivre. Je ne sais pas si on peut faire un raid chez quelqu'un. Écoutez, les gens que je suis ne sont pas du tout connectés ce soir. S'il y a Recallbox qui fait du rétro, alors on peut aller terminer la soirée, pour ceux que ça intéresse, chez Recallbox. Je vais donc lancer le raid. Vous le saluerez de ma part. Je ne sais pas du tout ce qu'il fait, mais il y a écrit rétro, et donc comme ici on aime bien le rétro, on va terminer la soirée chez lui. Merci encore Damien Leloup. Pas de souci, avec plaisir. Bonne fin de soirée, et puis bon Discord. Merci beaucoup, et bonne continuation à vous. Merci.